quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. En amour du trou noir, effectivement, de Kickstarter. Ah, tu veux mettre une équipe ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un déclic aussi. Vous écoutez... On joue-tu? On joue-tu ou bien... On joue-tu? Saison 2, épisode 22, On joue-tu avec Théo Rivière. Salut tout le monde, bienvenue à On joue-tu, saison 2, épisode 22. Je vous avais promis la semaine dernière qu'on avait un invité cette semaine, et puis je vous avais un peu teasé sur qui c'était. Je pense qu'il y en a qui ont bien sûr deviné, mais c'est le fameux Théo Rivière. Donc malheureusement, vous pouvez pas voir ses cheveux avec toutes les couleurs que moi je vois, mais sachez qu'il est bien là avec moi. Comment ça va, Théo? Écoute, ça va très bien, je suis content d'être là. Effectivement, j'ai les cheveux fraîchement reteints pour être prêt pour Paris Ludique qui est la semaine prochaine et que je sois reconnaissable dans des allées même de dos. Ouais, c'est clair. Et je suis très content de papoter avec toi ce matin. Parce que je pense que si t'arrives à quelque part et t'as les cheveux d'une couleur normale, les gens seraient comme, mais c'est qui cet homme? C'est un sosie de Théo Rivière. Clairement, en vrai, je me suis un peu piégé, tu vois, notamment aussi sur les fringues. J'aime bien les vêtements un peu foufou avec des motifs. Et si j'arrive sur un festival et je sais pas, j'ai attrapé une chemise dans mon placard et c'est une chemise bleue toute simple, les gens ils me font, ça va, t'as un truc qui t'embête, qu'est-ce qui se passe, t'es bien sobre aujourd'hui, quoi. Et donc je suis pas piégé parce que ça me dérange vraiment pas, mais il y a un truc de, tu vois, là j'ai pensé, je me suis dit, ah merde, j'ai les cheveux patins en ce moment, est-ce que je les reteins pour Paris Ludique? Allez, ouais, je vais le faire parce que comme ça, ça sera plus chouette. C'est fait. J'avoue que moi, je me rejoins assez avec toi parce que dans les tout débuts sur ma chaîne YouTube, à chaque semaine, je me forçais à prendre une nouvelle chemise avec beaucoup de motifs. Bon, par contre, je suis jamais allé dans les cheveux encore. Et puis j'avoue que si maintenant je le ferais, c'est un peu de copier. Fait que je pourrais pas faire ça. Mais les chemises, ça je garde, c'est dans ma marque de commerce. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas Théo Rivière, je sais pas si c'est possible, mais il y en a peut-être dans le monde ludique qui connaissent pas. On parle de Monsieur Draftosaurus, The Loop, Détective Charlie, La Maison des Souris, Oh My Brain, je vais arrêter après un moment, hein, mais je continue quand même, pour un peu lancer des fleurs. Naja Raja, j'ai toujours eu de la peine à le dire, celle-là. Ah, moi je le gutturalise, je dis Nagaraja, plutôt. Nagaraja, voilà. Tu vois, c'est plus facile d'un coup. C'est plus facile. Et puis un autre jeu que je vous garde dans un instant, parce que ça va être mon jeu de la semaine. Oh. Donc... Petit tease. Donc, bien sûr, on va en parler plus en long et en large de Théo. J'ai préparé tout plein de questions très professionnelles, mais on va garder le même format. Donc, on va passer sur nos jeux de la semaine. Ensuite, on va parler avec Théo Rivière et on va finir avec notre fameux top 5, comme avec quand on avait eu notre invité Sébastien Pochon. J'avais proposé, encore une fois, j'ai proposé à Théo de choisir la thématique pour le top 5. Il nous a sorti un thème très intéressant. Ça m'a pris... je me suis bien creusé la tête pour essayer de trouver ces 5 jeux-là. On va garder ça pour le 3e segment. On va passer d'abord à notre premier segment. Théo, je te laisse commencer. C'est quoi ton jeu de la semaine? J'ai réfléchi et il se trouve dernièrement, il y a un jeu pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ce qui m'arrive, je suis des fois un peu blasé et j'essaye de me réenchanter quand je joue à des jeux, mais c'est rare qu'il y ait un jeu qui me branche autant où je me dis, ce jeu vraiment, à la fois je suis soufflé et j'ai envie d'y jouer beaucoup, et à la fois je suis presque un peu jaloux de l'auteur qui a fait vraiment du très très bon travail. Ce jeu, il vient du fait qu'il a été nommé pour le Spiel cette année. Non pas dans la catégorie reine, mais dans la catégorie enfant. Et j'essaie généralement de me renseigner un peu sur les jeux qui sont nommés en y jouant. Ouais. Et c'est le Grand Prix de Belcastle, Quaxenco, de Wolfgang Warsch, qui est une adaptation des Charlatans de Belcastle. Où là, je le prononcerai pas en allemand parce que je ne peux pas le faire. C'est beaucoup trop dur pour moi. En version présumée pour enfants. Je dis présumé parce que pour l'instant, moi, j'ai joué que entre adultes et vraiment, on s'est marré comme des oufs. Je pense que c'est un très très bon exemple de pour moi ce qu'est un excellent jeu familial. Dans le sens où vraiment entre potes, alors c'est pas le jeu le plus complexe du monde, c'est pas le jeu le plus stratégique du monde, mais vraiment on peut y jouer et s'amuser très très fort, et je me projette très très fort, j'ai pas d'enfants, mais de jouer avec mes neveux et nièces que j'aime beaucoup, et je sais qu'on va passer un très très bon moment, mais un moment où moi je vais jouer avec eux pour de vrai, quoi. Je vais pas me forcer à baisser un peu mon niveau stratégique, ou je vais pas jouer en me disant oui je m'amuse pas de ouf, mais bon, c'est bon, je joue aussi pour passer un moment avec eux et elles. Il y a vraiment un truc de on va jouer sur le même pied d'égalité, au même niveau, parce que le jeu est assez brillant pour ça. Si je dois le résumer en quelques mots, c'est un jeu de course. Donc on incarne
étrangement, parce que nos petits pions sont des animaux, mais des gens qui chevauchent des animaux, qui est la partie que j'aime le moins, j'aurais préféré me dire, allez, je suis un cochon, que je suis un petit garçon, je suis un cochon, quoi. Et on doit être les premiers à rejoindre la ville de Belcastle, où il y a un grand marché, et c'est la foire, quoi. Pour ça, on a un sac, c'est du backbuilding, comme les charlatans, dans lequel on a des jetons. Ces jetons, on va les sortir, et ils ont 2 informations, un nombre de cases qui nous permet d'avancer, entre 1 et 8, 8 c'est la folie, ça arrive vraiment rarement, et un pouvoir qu'on va déclencher. Ce pouvoir, il est lié à une petite tuile qui est déportée, ce qui nous permet d'avoir une version facile et une version avancée, si jamais on veut renouveler le jeu, ce qui est plutôt le bienvenu. Donc j'ai pioché une carotte. La carotte, elle me permet d'avancer de 2. 1-2, j'avance de 2 sur le parcours, et c'est une course, donc je suis content d'avancer. Et je déclenche le pouvoir de la carotte, qui est, je prends un petit jeton spécial qui va me donner un effet plus tard. Dans les jetons qu'on peut piocher dans son sac, il y a aussi ce qu'ils appellent des feuilles de rêverie, je sais plus, un truc nul, quoi. Okay. On n'est pas très content de les piocher, ces jetons-là, au début, parce qu'ils font rien du tout, ils nous font pas avancer, on les met de côté sur un plateau. Dès qu'on en a 3, ça déclenche une phase d'achat. Cette phase d'achat, c'est on a récolté des gemmes de différentes petites manières avec nos jetons, et ça nous permet de prendre des nouveaux jetons, de les remettre dans notre sac, on prend tous les jetons qu'on avait sortis, on les remet, et puis hop, c'est parti, c'est à la personne suivante de jouer. Donc on backbuild de cette manière-là. Il y a vraiment un rythme de jeu qui est super fort, parce qu'à ton tour, c'est tu sors un jeton, t'appliques ce qu'il y a dessus, et puis c'est à la personne suivante de jouer, quoi. Donc au niveau du rythme, qui est moi vraiment un truc qui est essentiel pour moi dans les jeux, hein, la chose que j'aime le moins, c'est vraiment les temps morts, quoi. Le downtime, ça m'insupporte très très vite. Là, on est vraiment sur un rythme assez frénétique de je sors mon jeton, hop, j'avance de 2, et un peu comme dans tous ces jeux-là, et moi c'est un truc que j'aime beaucoup, il y a un côté un peu loterie de j'ai récupéré une betterave, non c'est pas les betteraves, c'est les radis blancs, j'ai récupéré un radis blanc qui fait avancer de 8, je suis trop content de l'avoir dans mon sac, mais je l'ai pas encore pioché, et donc à chaque tour, j'ai cette petite excitation de allez c'est mon radis, oui c'est moi, oui j'avance de 8, et donc, un peu comme dans les charlatans au final. Ouais clairement, ça émule assez bien ces sensations-là, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment brillant en tout point, et vraiment un jeu auquel, même si vous êtes des adultes, penchez-vous dessus, ça vaut le coup d'y jouer, parce que vraiment c'est vraiment très très chouette, quoi. Bon, du coup, en plus, il a perdu récemment, parce que c'est pas celui-là qui a gagné, finalement, c'est Zumzerberg, ou je sais pas trop quoi. Ouais, la semaine passée, j'ai pas réussi à le prononcer. J'ai été assez étonné que ça soit... je vais essayer, c'est pas Zauberberg. Zauberberg, c'est ça. Mais je crois que je le dis, je suis pas certain de bien le dire non plus, mon allemand est vraiment pas terrible. Alors que le mien est impeccable. J'ai été assez étonné pour le coup. Alors c'est le seul auquel j'ai pas encore joué, mais ça avait l'air un peu plus gadget, un peu plus gimmick. Mais faut avouer que la mise en scène est vraiment merveilleuse, il se passe un truc qui est très très fort. J'étais moins fan du 3ème d'ailleurs, de Tréfuté Junior, que j'ai trouvé sympathique mais pas renversant. Là où vraiment le Grand Prix de Belcastle a un côté de... Ouais, c'est brillant comme c'est les charlatans, en différent et en beaucoup plus accessible. Il y a vraiment un truc impressionnant sur ça. Mais pour toi qui dis que du côté créateur, t'étais jaloux, c'est quoi qui diffère? C'est quoi le côté que t'es jaloux, que t'étais pas jaloux de les charlatans? Je sais pas, il y a vraiment eu un truc de j'ai joué, je me suis dit, c'est tellement bien, il a tellement fait un chouette travail. J'étais pas jaloux tant du jeu, je crois, de Wolfgang Warsch, c'est clairement un auteur que j'admire très très fort, parce que The Mind est dans mes jeux préférés, les Tavernes de la Vallée Profonde, c'est vraiment très bien. Les charlatans de Belcastle, c'est assez merveilleux. Et à chaque fois qu'il refait un truc, je me dis, il est tellement fort, quoi. J'aimerais réussir à avoir cette qualité de game design et de cette brillance, cette fulgurance qu'il peut avoir des fois dans ses idées. Et donc c'était presque une... Mais c'est une jalousie assez positive, hein. Vraiment, ça m'a pas mis le seum, mais ça m'a fait vraiment un truc de me dire, il est tellement fort, là là. Vraiment, c'est drôle parce que avant que j'embarque sur mon jeu de la semaine, il faut quand même que je fasse un petit retour sur le fait que tu as dit que tes jeux préférés, c'est The Mind, alors que je passe la majorité de mon temps sur ce podcast à réduire ce jeu. Mais c'est vrai que t'es pas le premier qui nous le dit. Il y avait justement Sébastien Pochon, quand on l'a eu sur le podcast, il nous a aussi parlé d'à quel point c'était du génie, ce jeu-là. Puis je pense qu'il y a vraiment un côté que moi, je comprends pas. Puis je pense que c'est peut-être le côté créateur, où justement, c'est une idée qui est tellement originale, mais qui au final se repose sur... Ouais, j'ai envie de dire pas grand-chose, je vais taper dessus. Mais c'est ça. Donc c'est... Ouais, bref. Demain, non, mais c'est vrai, demain, je cherche à le vendre, personne ne veut me l'acheter. Moi, je reprends ta copie avec plaisir. Je te l'envoie en Belgique, ça va coûter plus cher de frais de douane. C'est vrai. Mais ouais, The Man, il y a un truc... je comprends qu'on puisse passer un peu à côté, mais il y a vraiment à la fois, effectivement, un truc dans la simplicité que moi j'ai trouvé... pareil, impressionnant de... Wow. Et je me souviens, lire les règles, j'ai eu la chance de l'acheter un peu avant que ça buzz en France. C'est le moment où il y avait que Eric Martin de BGG qui avait dit « Putain, jouez à ça les gars, c'est super ». Et je me souviens avoir acheté une boîte à Cannes
en me disant j'ai aucune idée de ce que c'est, personne n'a encore joué. J'ai acheté la surtout boîte. Avec le petit lapin sur la boîte. Ouais, c'est ça, la boîte Ça nous dit Oya quoi? avec les règles en français traduites et glissées derrière le cello de la version allemande. Et je me souviens d'être à l'aéroport et lire les règles et me dire je me suis fait avoir, ça a l'air tellement nul en fait. Oh là là. Et de rentrer chez moi et de faire une première partie et faire bon, je crois que c'est bien en fait, j'ai envie d'en refaire une là tout de suite. Et vraiment, moi j'ai eu quelques parties qui sont passées, qui sont vraiment tombées à plat où c'était nul, mais j'ai eu aussi des parties où vraiment on criait, on était tellement dedans, c'était tellement des émotions fortes, mais qui reposent sur un truc que j'explique assez peu, quoi. C'est un peu magique ce Mine, je sais pas, c'est étrange. Moi, je vais passer à mon jeu de la semaine qui est, comme je l'ai teasé un peu, c'est drôle parce que j'ai hésité entre deux, puis les deux, c'est des jeux que tu as créés. Je pense que je savais que j'allais avoir toi comme invité cette semaine. Donc, le premier, la semaine passée sur le podcast, on a fait un podcast en live et à la toute fin, on a fait notre top 5 des jeux d'apéro. Et puis mon collègue David a mis en numéro 1 Packet Chips comme son numéro 1 jeu d'apéro, et puis on en a même fait une partie après en live pour montrer aux gens comment ça se joue. Donc j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler, mais donc vu qu'on en a parlé la semaine passée, pas moi, mais j'en ai profité pour jouer un jeu en vrai que j'avais joué énormément de parties sur BGA, mais que j'avais jamais joué en vrai, Draftosaurus. C'est mon jeu de la semaine. C'est un jeu, comme je dis, moi j'ai découvert ce jeu-là vraiment sur le tard. J'ai pas du tout embarqué dans la hype à ce moment-là. Moi, dans ma tête, je pensais vraiment que c'était un jeu pour enfants. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est le dessin sur la boîte, je m'étais dit c'est vraiment un jeu pour enfants. Et puis, je suis assez fan des jeux de draft en général. Et puis, une fois dans notre communauté, on a fait un tournoi, puis il y avait quelqu'un qui fallait que je choisisse un jeu sur BGA, il a dit Draftosaurus. Je connaissais pas les règles, je me suis juste lancé dans le jeu en essayant sur le pif comme ça, puis en fait j'ai compris après je pense 2 secondes, c'est méga intuitif. Je pense que c'est pour ça dans ma tête, je trouve qu'il y a un petit côté vraiment, comme tu le disais avant, familial. C'est ce côté où en fait c'est tellement simple à l'expliquer. Si tu as déjà joué à un jeu de draft dans ta vie, tu sais comment jouer à Draftosaurus. Et puis moi j'avais vraiment hâte de voir comment ça se jouait avec le physiquement, parce que moi je me disais mais c'est sûr qu'on va voir dans la main des autres ce qu'eux ils ont et tout. Et donc c'était pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit je vais faire une partie avec des amis après une partie de Clank Legacy bien longue, pourquoi pas finir avec un petit Draftosaurus. Et puis franchement je sais pas comment l'expliquer, mais j'adore ce jeu, le fait de tenir les petits dinosaures. On dirait qu'il y a un petit côté enfant en moi qui ressort. Et puis super de bon jeu. J'avoue que j'ai de la peine à jouer que d'un seul côté. Pour moi, le jeu, il se joue, tu fais été-hiver. On dit c'est plus long, mais au final, c'est quoi? C'est 10 minutes de plus. Mais j'adore ce côté. Et puis en ce moment, je suis 50e, je crois, sur BGA. Donc, je joue pas mal de parties. Et puis, j'arrive à gagner que si on fait les deux côtés. Si je fais que un, je finis toujours dernier. Je sais pas pourquoi. Mais donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est super simple. En fait, c'est un jeu de draft où, à la place que ce soit les cartes qui te dicte ce que tu vas faire à ce tour-ci, c'est vraiment de où tu vas placer ton dinosaure dans ton parc. Bien sûr, il y aura des contraintes des fois, comme par exemple, il y a une sur le côté été, on a 2 choix, soit il y a un enclos où on va que pouvoir mettre le même style de dinosaure, parce qu'il y en a, je crois, 6 différents, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. 6 différents. Et il y a un autre enclos où tu peux mettre que ceux qui sont pas pareils. Il y a un petit niveau d'interaction parce que, par exemple, il y a un enclos où le dinosaure que tu vas mettre là, c'est toi qui prétends être celui qui, autour de la table, en a le plus. Donc, c'est vrai qu'il faut regarder ce que les autres font. Et puis, potentiellement, des fois, c'est assez plaisant de voir que quelqu'un place son dinosaure là, puis là, d'accumuler toutes les autres pour pas qu'il soit premier. Et puis, bien sûr, le truc qui m'arrive tout le temps, il y a un petit enclos où on met un dinosaure là pour dire que c'est le seul qu'on aura de cette couleur-là. Puis, bien sûr, à la toute fin, il y a quelqu'un qui t'envoie 2 dinosaures de cette couleur-là. Donc là, t'es baisé, t'es obligé de le mettre ailleurs, puis ça te fait perdre les 7 points que t'aurais eu gagné. C'est super simple, et puis c'est le genre de jeu que, justement, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui sont pas des gros gamers qui arrivent chez moi, puis des fois, je sors des jeux un peu, tu sais, même une fois, j'ai essayé de sortir It's a Wonderful World avec des gens qui sont pas trop gamers. C'est du draft, mais tu vois, il faut quand même réfléchir à plein de trucs. Draftosaurus, si vous voulez introduire le système de draft, que ce soit à des enfants ou des adultes non initiés, c'est franchement un jeu qui va rester longtemps dans ma collection, et puis donc, je t'en remercie. Alors, t'es pas tout seul, hein, Théo. Sur ce jeu-là, j'ai vu sur la boîte. On est beaucoup, 4, 5. Ouais. Vous êtes beaucoup. Mais en tout cas, félicitations. Comment t'es venu à l'idée d'un jeu comme ça? C'est assez rigolo parce que c'est le point de départ, c'est 100% de matériel. Nous, on travaillait déjà un peu avec Ankama à l'époque. Et même pas, non, on travaillait pas encore. On avait envie de travailler avec Ankama, ils avaient envie de travailler avec nous. Alors je dis nous, c'est la team Kaedama, donc Antoine Bozac, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et moi. Et on avait envie de bosser ensemble, mais on n'avait pas encore trouvé de projet où ça matchait. Eux, ils étaient en train un peu de réformer leur partie jeu de société, après quelques jeux qui n'avaient pas spécialement très bien marché.
Et donc, ils nous ont envoyé très sympathiquement un peu les jeux qu'ils avaient produits au préalable pour nous dire, bah voilà ce qu'on sait faire. Et on avait joué à pas mal de leurs jeux, dont un jeu qui s'appelle Dino Party, dont j'ai malheureusement oublié le nom de l'auteur, je suis désolé pour ça. C'est pas très grave parce que je vais pas en dire du bien, donc bouge-toi les oreilles, auteur de Dino Party, qui est un jeu où on doit lancer des dinosaures sur un plateau, et en fonction de là où ils tombent, on va essayer de faire des couples de dinosaures pour qu'ils se reproduisent et qu'on marque des points. Un jeu qu'on avait trouvé plutôt chouette dans sa promesse, mais pas spécialement agréable dans notre partie qu'on avait réalisée, ça s'était pas bien passé. Ouais. Vraiment, ça ne nous avait pas trop plu. Mais les meeples de dinosaures, ils étaient tellement mignons, tellement beaux, on les a trouvés super, quoi. Et on croise à l'époque Gaëtan Bojano de Forge Next, qui bossait avec Ankama pendant cette période-là. On lui dit, Gaëtan, on a joué à Dino Party, ça nous a pas plu du tout. Par contre, les dinos, ils sont si beaux, mon gars, vraiment, ils sont magnifiques, quoi. Et il nous dit, bah, faites un jeu avec. Il fait, bah quoi? Il fait, bah ouais, nous, ces dinosaures, on a les outils pour les produire. Donc si vous faites un chouette jeu qui les utilise, bah nous, on fera le jeu parce que bah, ça nous plaira, quoi. Ouais. Donc on commence à se chauffer, on se dit, bah ouais, vas-y, on va faire un jeu avec. Et c'était le moment où c'était la grosse hype de Terraforming Mars. On jouait tout le temps à Terraforming Mars avec les copains. Et on se pose, c'est le soir, et puis on commence à réfléchir, à Corentin et moi principalement, à dire, vas-y, qu'est-ce qu'on fait avec ces dinos? On les pose sur la boîte, on tapote, ils tombent, vas-y, il se passe des trucs, ça marche pas, on cherche des idées. Et là, il y a Ludovic et Antoine qui font, oui, bon, on réfléchira demain, on fait un Terraforming Mars, quoi. On dit non, on fait pas un Terraforming Mars, faut qu'on fasse le jeu avec les dinos, là, on est temps, allez, c'est parti, on a le bon flow, là, il faut qu'on trouve, quoi. Et alors, avec Corentin, on pose plein d'idées, plein de trucs qui marchent pas, on commence à partir un peu sur la thématique Jurassic Park, on fait un parc de dinos assez vite, je pense, mais vraiment, on trouve pas de trucs qui nous plaisent, et les deux autres sont vraiment genre, allez, c'est chiant, on fait un Terraforming Mars, là, les gars, allez, c'est parti, et nous, vraiment, on lâche pas l'affaire avec Corentin. Et vraiment, c'est Ludovic, qui est vraiment un auteur que j'admire beaucoup, qui est assez brillant, qui est posé comme ça dans sa chaise. Ouais. Vraiment, il est genre tout relaxé. Ludo, il s'endort très facilement dans n'importe quel contexte. Donc peut-être qu'il a fait une petite sieste de 5 minutes juste avant, quoi. Et il nous regarde comme ça, il fait, bah autrement on les draft. Et on fait, attends, c'est bien, je crois, vas-y, on draft les meeples, quoi. Et à partir de ce moment où Ludo fait, bah autrement on les draft, on a posé le concept de parc très très vite. Et je pense qu'une heure après, on avait un proto qui était aller à entre 60 et 70% ce que Terraforming, pas du tout, ce que Draftosaurus allait devenir après. On a posé vraiment le principal des idées, on a commencé à jouer, à faire des nouvelles versions, et on a eu un truc qui nous plaisait, et dès le lendemain, on était vraiment à fond dedans, donc on a rechangé des choses, on a remodifié le proto, et je pense que ouais, la journée d'après, on avait une grosse base de ce qu'allait être présenté en Ankama. Derrière, il y a eu pas mal de boulot d'affinage, de gestion de qu'est-ce qu'il y aurait sur les phases 2D, des différents enclos. Et il n'y avait pas du tout la partie hiver à ce moment-là, elle est arrivée un peu plus tard. Mais on a posé vraiment toute une grosse partie du jeu à ce moment-là. Et après, après ça a roulé parce que c'était... il y a vraiment ce truc on a réussi à garder ce qui est dur sur les projets de création, c'est la fatigue. Au bout d'un moment, t'en as un peu marre et puis tu galères un peu à bosser sur tes jeux. Et là, on a été dedans vraiment à 100% pendant toute la réalisation, donc c'était vraiment très agréable. Est-ce que vous attendiez à ce genre de succès avec ce jeu-là? C'est dur à dire, en fait. Ouais. Est-ce qu'on sait qu'un jeu va... En fait, ce qui est bizarre, c'est que Antoine bossa pas mal. C'est-à-dire que Antoine, quand on a fini, il a fait genre, les gars, je crois que c'est vraiment bien, quoi. Alors avec un peu de retenue quand même, mais Antoine, mais je pense qu'il a un flair qui est plus important que la moyenne des gens, mais Antoine, il avait un petit truc de dire, je crois que c'est vraiment chouette quand même, quoi. Là où moi j'avais un peu d'inquiétude, mais qui correspond un peu à mes goûts de joueur aussi, j'avais le sentiment que c'était chouette, que ça marchait bien, mais que c'était pas d'une originalité folle. Donc il me manquait un petit truc pour me dire, bon les gars, ça défonce tout parce que ça change la donne. Et après, ce qui nous a un peu, pas rassuré, mais ce qui nous a conforté dans peut-être qu'il y a un truc, c'est les tests. C'est un jeu qu'on a beaucoup fait tourner, en partie un peu sur des festivals locaux et avec des gens qu'on connaissait pas très bien. Et force est de constater que vraiment toutes les parties se passaient très bien, les gens étaient vraiment ravis, ils avaient envie de rejouer derrière. Donc ça, c'est quand même plutôt un indicateur de, ok, il se passe un truc, c'est plutôt cool. Après, clairement, on s'attendait à ce que ça fonctionne un peu aussi parce que quand on propose un jeu à un éditeur, c'est parce qu'on y croit. Mais on s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien, malgré le fait qu'en plus c'est un jeu qui a eu pas mal de problèmes d'approvisionnement et qui a été vraiment très régulièrement en rupture. Ouais. Puis, parce qu'en plus, c'est ce que j'ai nommé avant, le fait de devoir vraiment cacher ce qu'on a dans notre main. Est-ce que c'est quelque chose que c'est déjà sorti comme problème dans le jeu? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit, ouais, moi ça m'embête que les autres voient ce que j'ai dans ma main? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très clairement, ça, et à la fois, notamment aux US, les Américains ont vraiment un retour de, ah là là, on transmet des germes en se passant les dinosaures de main à main qu'on n'aurait vraiment pas envisagé.
Donc je sais alors qu'il y a plein qu'avec de gens des cartes, c'est la même chose. Bah ouais, mais je sais pas, tu l'as dans tes mains pendant longtemps, alors ça les stresse, mais alors que et donc il y a pas mal de monde qui joue avec des petits supports. Souvent on m'a dit j'utilise les gobelets de Perudo, ils sont absolument parfaits, mais des petites boîtes. Moi je sais que chez moi j'ai beaucoup de alors je les montre, c'est absolument pas podcast-nique, mais des petits bols Ikea vraiment pas chers en plastoc qui peuvent faire l'office. Ouais. Et même dans la version polonaise du jeu, ils ont fait des petites coupoles en carton que t'assembles et que tu peux utiliser pour faire passer les dinosaures. Ah ok, ouais. Nous, à la fois, ça nous dérange pas sur l'aspect pratique de je l'ai fait passer, c'est dans mes mains, ça nous a pas amené un stress, même on n'aurait jamais envisagé que ça soit un reproche. Sur l'aspect un peu caché, je crois que nous, on s'en fichait un peu quand on jouait, c'est-à-dire que on regardait pas en fait. Il y avait un espèce de truc de effectivement si quelqu'un ziote et essaye de voir et il peut voir que j'ai 3 spinosaures et 2 T-Rex, puis tant pis en fait, c'est vraiment pas cool de le faire et puis c'est pas grave. Et souvent moi je sais que je les pose sur la table, je les fais passer, je les garde pas forcément en main en me disant oui, l'information elle est pas suffisamment importante pour que ça soit primordial. Et les personnes autour de moi sont suffisamment fair-play généralement pour que tant pis, on les voit un peu et c'est pas si grave quoi. Ouais, parfait. Ben, écoute, j'ai l'impression qu'on a déjà enchaîné dans le deuxième segment pour un peu parler du processus de création. Donc, on va le faire maintenant. On va passer au deuxième segment. J'ai plusieurs styles de questions pour toi, Théo, parce que oui, je suis super intéressé par ton côté créateur, parce que bien sûr, c'est un nom qu'on trouve souvent sur les boîtes maintenant, Théo Rivière, mais je suis aussi très intéressé par ton côté joueur. Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins exploré dans tes interviews et tout, mais moi, ça m'intéresse de savoir c'est comment que t'es tombé dans le monde du jeu toi-même. Donc, en tant que joueur, bien sûr. Ça a pris un peu de temps, et c'est un parcours un peu qui est passé par différentes petites étapes un peu dans tous les coins. Je l'ai compris un peu plus tard, mais j'ai vraiment très très peu joué en famille. C'est-à-dire que j'ai presque jamais joué avec mes parents, j'ai joué un peu avec ma grande sœur qui a 5 ans de plus que moi, avec qui on s'entendait très bien, mais il y avait une grosse différence d'âge quand même, donc on n'a pas spécialement partagé des grands moments de jeu. Donc j'ai pas tant joué ça pendant l'enfance, et vraiment le début c'est le collège, où je rentre en 6ème à l'époque, et il y a des clubs pour le midi si jamais on s'emmerde, on peut s'inscrire sur un club et puis on va s'occuper pendant 1 heure un midi. Et je me dis je sais pas ce que je vais faire. Il y a un club échec, ça m'a toujours un peu donné envie, je vais m'inscrire au club échec quoi. Ouais. Et donc je fais je sais pas 2 semaines de club échec, c'est pas mal, ça m'intéresse pas de ouf, en fait c'est un peu des maths plus que du jeu, mais ok, je fais ça. Et d'un coup il y a un prof de technologie qui dit moi je fais un club, c'est un club La Légende des 5 Anneaux, le jeu de cartes à collectionner. Et là vraiment mon cerveau il vrille un peu de ça a l'air tellement bien là, il y a des samouraïs, il y a des ninjas et c'est un jeu de cartes, vas-y, j'arrête le club échec et je m'inscris à ce club là à la place. Et donc je m'inscris à ce club là, il se trouve que le prof en question est genre je sais plus, genre champion de France ou vice-champion d'Europe, vraiment c'est un crack à L5R, le jeu de cartes à collectionner. Et il propose ce club là, il nous fait à chacun j'allais dire à chacun à chacune, mais je suis assez persuadé qu'on était que des hommes à ce moment-là, que des garçons. Il nous fait à chacun un petit deck, et puis on a notre petit deck de L5R, il nous apprend à jouer, et puis on fait des parties le midi, puis c'est trop bien quoi, vraiment je découvre un truc qui me plaît trop. Et la magie du marketing opérant, je pense que 2 mois plus tard on joue tous à Magic à la place, parce que Magic c'est plus fort, et que ça c'est je sais pas, on rentre en boutique de jeu, on achète plutôt des boosters de Magic quoi. Et donc je commence à jouer à Magic, mais vraiment beaucoup quoi. Ça occupe tous mes après-midi, je réfléchis, j'ai tout le temps envie de récupérer des cartes, j'achète un peu des lots en vide-grenier quand j'en trouve pour faire une petite collecte au fur et à mesure. Et à cette époque, ma mère est vraiment extraordinaire parce que on commence à faire un peu des tournois avec ma bande de potes, et elle vient généralement, elle prend le dimanche matin sa bagnole, parce que on a 13-14 ans à ce moment-là quoi, donc donc on peut pas conduire pour aller à un tournoi de Magic quoi. Et donc elle prend sa voiture, elle nous amène à 1 demi-heure de route, parce que j'ai grandi vraiment au fin fond de la campagne, pour aller en ville, pour aller jouer à Magic. Elle rentre et elle revient nous chercher le dimanche soir à la fin du tournoi pour qu'on ait passé notre journée à jouer à Magic quoi. Et donc ça m'occupe vraiment beaucoup, ça prend une grande place. Et puis j'arrive au lycée. Au lycée on continue de jouer à Magic un peu, et là je découvre un peu plus les jeux de société au travers de 2 jeux principalement qui sont les Loups-Garous de Tierce-Lieu, de Hervé Mali et Philippe Despalières, qui vraiment, je suis à l'internat et c'est le jeu de l'internat par excellence quoi. Tous les soirs on fait une partie de Loup-Garou, on s'éclate et c'est vraiment parti. Et Elixir de Juan Rodriguez et Sylvie Barr, qui est notre jeu, pareil, on y joue régulièrement, on dit poète, ça nous fait rire, et c'est parti, c'est les jeux qui nous plaisent le plus quoi. Et l'autre grand chamboulement à ce moment-là, c'est le jeu de rôle, où je rentre en seconde et les terminales jouent pas mal au JDR,
Et ça a l'air trop bien, quoi. Il y a un truc, il y a un fantasme de les grands ils font du jeu de rôle, ça a l'air trop cool. Ouais. Et très vite, j'achète mon premier bouquin de Warhammer à l'époque. Et on commence à faire du jeu de rôle le soir à l'internat. Et vraiment, ça ouvre ce côté de il y a tellement de choses dans les jeux. Je joue encore un peu à Magic, mais je fais du JDR, je fais un peu de jeux de société. Et vraiment, c'est ultra chouette, quoi. Comment est-ce qu'on passe de Magic, de Warhammer à Packet Chips et puis Draftosaurus? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même eu un switch où tu as quand même préféré, ou pas nécessairement préféré, mais où tu t'es tourné vers des jeux qui sont plus accessibles. La suite, c'est vraiment les boutiques de jeux, en fait. C'est ça qui me fait switcher très fort. Il y a un programme qui est merveilleux, qui existe toujours, je crois d'ailleurs, dans Magic, qui s'appelle les FNM, pour Friday Night Magic. C'est tous les vendredis en boutique de jeux, il y a des petits tournois avec pas beaucoup d'enjeux, des tournois pas chers, où généralement t'es entre 8 et 15, quoi. Et t'y vas, et puis tu fais ton petit tournoi. Et comme moi j'habitais juste à côté d'une boutique de jeux, tous les vendredis j'allais jouer à Magic. Et en discutant avec le gérant de cette boutique, le Labo de Merlin à Poitiers, on a commencé à discuter un peu d'autres choses que Magic. Et lui il a commencé à me dire un peu, non mais regarde, des jeux de société, il y en a plein en fait, vas-y découvre des trucs, quoi. Et c'est lui qui m'a vraiment ouvert les portes de, vas-y je joue à Seven Wonders, je joue à Ghost Stories, je joue à Aurora Arkham. Et qui m'a amené un peu ce côté de vas-y je joue à des jeux et en fait je m'éclate bien. Et le switch vers le moins compliqué, je pense que lui il arrive un peu naturellement par rapport à mes goûts de jeu, où j'aime bien les jeux complexes mais j'ai moins le réflexe d'y aller, en partie parce que je cours régulièrement après le temps, et là où je ferais bien un Terraforming Mars tous les jours avec ma copine, en fait on n'a pas le temps de se poser et de faire un Terraforming Mars, du coup on fait plus facilement un petit très futé ou un jeu plus léger, parce que il y a ce côté de allez c'est parti, on peut pas consacrer 2 heures à jouer aujourd'hui, mais on peut facilement y consacrer une demi-heure, quoi. Et donc c'est devenu un peu mes jeux préf, les petits jeux familiaux, on va dire, les jeux que tu peux mettre dans ta poche et que tu joues en 15-20 minutes, pas forcément les purs jeux d'ambiance qui est pas forcément les jeux auxquels je vais le plus directement, mais vraiment ce côté des jeux les jeux faciles d'accès mais avec une rejouabilité où tu te dis j'ai envie d'y jouer tout le temps là, où tu peux c'est Martin Wittberg qui appelait ça les jeux qui n'ont pas d'effet waouh, mais les jeux qui ont un effet encore, de t'as fini ta partie et tu dis putain j'en referais bien une là tout de suite, et puis le lendemain t'es genre vas-y on fait quoi, vas-y on en refait une en fait, j'ai envie d'y jouer. Et donc, alors que le contraire est aussi vrai, des fois t'as des jeux qui font un effet waouh mais que t'as pas envie de refaire. Donc, clairement. Et il y a moi j'adore ces jeux là aussi, mais je les pratique moins. C'est là il y a Complice qui arrive de Jules Messot et Antonin Bocara chez Old Chap. Je sais pas si t'as vu passer ça, un jeu de joueurs où on doit faire des chemins. Avec les lunettes là. Ouais. Et c'est clairement un jeu de cet acabit, je le compare pas mal à Magic Maze de Casper Lab chez Sidon, qui a aussi ce côté-là de Magic Maze. La première fois que j'ai joué, j'ai été estomaqué, quoi. Réellement, j'ai fait genre, c'est tellement bien, et j'ai jamais envie d'y rejouer parce que, en fait, il y a jamais d'aussi bonne partie, je trouve, de ces jeux-là que la toute première. Et donc j'ai tendance à pas y revenir. Par contre, j'ai tendance à facilement me dire, vas-y, t'as joué à Magic Maze? Non, attends, bouge pas. On va faire ta première partie de Magic Maze parce que je veux être là pour partager ce moment et voir comment tu vas réagir à ce jeu. Et je pense que Complice aura un peu le même destin dans ma bibliothèque je vais faire 1000 fois le premier niveau, parce que c'est un jeu où il y a plusieurs niveaux. Je vais faire 1000 fois le premier niveau parce que je vais avoir envie de le montrer à plein de gens, quoi. Là où je vais pas le geeker et faire toutes les parties, tous les niveaux du monde et jouer à l'infini au jeu, quoi. Moi, je pense que ça a toujours été une des choses que j'ai le plus apprécié des jeux de société. C'est justement ce que tu viens de raconter, cette idée de moi, je sais que ce jeu-là va vous plaire. Tu le sors, et puis il y a cet effet autour de la table. Puis là, finalement, le lendemain, tu vois que tout le monde l'achète. Et puis, tu te dis, je sais pas, c'est un peu, j'ai l'impression d'être faire du marketing. Genre, ça, je vous connais, je sais ce que vous aimez, voici ce que je vous présente. Ça m'a fait ça avec, je sais pas si tu connais, qui a fait. Ouais, si, j'adore ce jeu. Qui a fait caca. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Je le sors tout le temps. Puis à chaque fois, les gens pensent que c'est une blague. Ils disent, mais non, mais t'es pas sérieux. Puis à la fin, tout le monde est genre. Moi, j'ai les cartes qui sont abîmées tellement qu'on a joué à ce jeu. J'ai même récemment, il y a l'école du jeu, la chaîne YouTube, qui fait une série en ce moment sur la ludothèque parfaite selon. Et puis, tu vois, ils m'ont interviewé pour que je choisisse 30 jeux qui constituent ma ludothèque parfaite. Puis j'ai mis ce jeu-là dedans. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme, mais le gars, il est taré de mettre un jeu gros comme ça, avec, tu vois, sur qui a fait caca dans le salon. Mais il y a cet effet qu'à chaque fois que tu fais une partie, les gens qui connaissent pas, ils adorent, tu sais. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est tellement valorisant, ce moment où les gens ils reviennent et disent, ah, tu te souviens, là, tu nous avais conseillé de jouer à ça? Bon, en fait, on a joué, on a passé une super soirée, c'était trop bien. Tu fais, oh là là, mais ça valait tellement le coup, je suis tellement ravi d'avoir partagé ça, c'est une très belle sensation, je suis d'accord.
Et puis, c'est une question qui me vient juste parce que tu viens d'en parler, mais tu dis que tu étais dans ton magasin de jeux, puis on te parle de Seven Wonders et tout. C'est quoi la sensation de... Tu découvres Seven Wonders, qui est un des plus gros jeux ever, un des plus vendus, et puis là, tu crées des jeux avec cette même personne. Ça doit être quand même assez étrange, non? Ouais, il y a eu vraiment un truc... alors, ça s'est vite éclaté parce qu'en plus, Antoine est quelqu'un de très terre à terre, vraiment très normal dans sa manière d'être, donc c'était très agréable d'échanger avec lui. Mais et je l'ai encore dans mon téléphone, j'ai un screenshot du jour où j'ai eu la notification Facebook qui me disait Antoine Boza a accepté votre demande d'amis, quoi. Il y a vraiment un truc de... Et je me souviens parfaitement de la première fois que j'ai croisé Antoine à SN, où il sortait des toilettes et je rentrais dans les toilettes, et je pense que lui il l'a pas vécu comme ça, mais je l'ai regardé un peu genre c'est Antoine Boza, quoi, et il m'a regardé un peu genre oui c'est moi. Et vraiment, moi je l'ai vécu comme ça. Donc au début j'étais un peu fanboy, et très vite on a d'abord un peu sympathisé avant de créer Kaedama, un peu d'échanger, on a discuté de jeux. Il a été riche en conseils au moment où moi je débutais, où j'avais plein de questions, et donc on a sympathisé à ce moment-là. Et effectivement, régulièrement, j'avais envie de m'envoyer un message à mon moi du passé et me dire « Hey, bah regarde, en fait, là, t'es en train d'être un peu fan de Ludovic Maublanc, de Bruno Catala, d'Antoine Boza, de Fedouti, de tous ces gens super. Et bah en fait, un, c'est des gens normaux, et deux, tu vas sûrement bosser avec eux, et tu vas voir, ça va être super chouette, quoi. » Donc clairement, ça me fait vibrer, quoi, c'est sûr. Mais étant donné que si on peut considérer que t'es quand même un créateur de jeux assez jeune, on va dire, hein, est-ce que t'as quand même un mentor ou quelqu'un que tu admires, peut-être, je veux pas dire plus qu'un autre, mais quelqu'un à qui tu t'es vraiment genre basé, ou que comme tu as dit avec Antoine Boza, quand il te donne un conseil, tu le prends vraiment à cœur? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Antoine, Ludovic et Bruno Catala plus que Fedouti, avec qui j'ai bossé un peu plus tôt dans ma trajectoire de jeu, m'ont vachement appris de choses. Et souvent je me dis, ah tiens, ça c'est un truc que je fais parce que Bruno m'en a parlé, ou parce que Antoine me l'a montré, ou parce que Ludovic m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Et donc c'est certain que ces trois personnes-là, on pourrait même rajouter Corentin Lebras, même si il débutait presque un peu plus quand je l'ai rencontré, mais il avait déjà plus d'instinct que moi de manière certaine. Ils m'ont vachement éduqué, ils m'ont vachement conseillé, ils m'ont vachement appris des choses. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a eu suffisamment de transmission, et parce que j'ai réussi à acquérir au fur et à mesure, notamment avec Antoine, avec qui on a beaucoup bossé, cette capacité de dire « Non Antoine, je suis pas d'accord avec toi, je sais que t'as presque tout le temps raison, mais pas cette fois. » Ça devait être difficile au début. Ouais, au début vraiment il y avait ce truc de il y a Antoine qui dit un truc, c'est la vérité en fait, je vais le faire comme il a dit, parce que... Et puis des fois je l'ai vu un peu se planter, alors pas souvent, hein, il est quand même fort, il est quand même vraiment canon, quoi. Sur plein de trucs, il a le bon mot, il a la bonne intuition, mais je l'ai vu se planter aussi. Et donc maintenant j'ai un peu acquis cette capacité de se dire non, je remets en question la parole d'Antoine parce que là je suis pas d'accord. Mais au départ c'était compliqué, c'est sûr. Puis donc là, bon, t'es surtout en train de travailler avec des créateurs francophones. Est-ce qu'il y en a que t'as pas encore eu la chance de travailler avec dans le milieu peut-être plutôt anglophone? Pas nécessairement, c'est peut-être aussi quelqu'un dans le monde francophone, mais est-ce que t'as des créateurs que tu dis ça, cette personne-là, j'aime vraiment tout ce qu'ils font, j'aimerais trop faire un jeu avec eux? Il y a pas mal de monde avec qui j'aimerais bosser au final. Alors le boss de fin de niveau, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois, mais ça va être compliqué parce qu'il fait peu de choses. C'est quand même Richard Garfield, quoi, qui est quand même vraiment un auteur dont j'estime énormément le boulot, qui a fait des trucs formidables, des trucs que j'aime pas du tout non plus d'ailleurs, mais c'est quand même un auteur vraiment très très fort, et j'adorerais échanger avec lui un peu plus. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé le boulot de Jules Messot, justement, qui a fait Complice, qui sort là dans pas longtemps, Acropolis, qui arrive chez Gigamic. Qui est un chouette jeu un peu classique pour mes goûts, mais qui est très très malin et très bien fait, qui a ce côté en plus un peu nouvel auteur qui arrive, il a pas encore fait grand chose, mais je me suis dit tiens, le mec a l'air sympathique et il a l'air plutôt fort, donc ça serait chouette d'échanger avec lui et essayer de bosser avec lui. Mais clairement moi j'aime aussi faire des jeux parce que j'aime bien bosser avec des gens et faire des rencontres, donc il y a plein de gens où je me dis ah tiens, bidule, il ou elle a l'air juste sympa, j'adorerais bosser avec cette personne, quoi. Ah, ça me l'a fait avec Annick Lobé aussi, très fort, l'autrice de Zombie Kids Evolution, entre autres, parce que Zombie Kids Evolution, c'est extraordinaire, quoi, ça m'a mis une claque monumentale quand c'est sorti, et ça faisait longtemps que j'avais pas joué pareil à un truc où je m'étais dit autant, c'est tellement bien fait, c'est tellement fort, quoi. Que ça m'a aussi donné envie de me dire j'ai envie d'échanger plus avec Annick, au-delà même de bosser avec elle, je veux discuter avec elle de comment elle fait les jeux, parce qu'elle est tellement brillante, ça doit être génial de parler avec cette personne, quoi. Donc pas mal de monde au final. Moi j'aime vraiment bien le co-autorat pour les rencontres, donc je vais encore rencontrer plein de gens, quoi. Maintenant, si on passe plutôt du côté, j'ai l'impression que tu fais partie d'une nouvelle vague de créateurs de jeux qui sont aussi très axés sur la création de contenu.
Donc, toi, je veux dire, déjà le fait que tu sois sur ce podcast, mais toi, t'as même ton propre podcast. Je sais pas si je peux dire que c'est le tien ou si t'es un invité de ce podcast. Je sais pas trop comment toi tu te vois par rapport à ce podcast-ci qui s'appelle 6388 ou 888 selon où vous êtes. C'est ça. On l'a vraiment co-créé avec Zéphiriel. Alors c'est souvent plus lui qui parle parce que il a une plus belle voix et que il a une meilleure capacité d'interview. Mais c'est vraiment parti d'une envie là aussi en fait de créer quelque chose, mais aussi de juste faire un truc tous les deux parce que il y avait eu un petit coup de foudre amical avec Zéphiriel de se dire putain en fait t'as l'air vraiment chouette, j'ai envie de faire des trucs avec toi. Et donc c'est venu vraiment de là, mais toutes les décisions ont été prises vraiment toujours tous les deux. Ok. Donc, ça, en plus, je sais que tu as ta chaîne Twitch où t'es assez actif là-dessus. Tu vois ça comment? Est-ce que tu penses que, j'imagine que tu fais ça aussi par plaisir, mais est-ce que tu penses que ça fait partie un peu de le devoir maintenant du créateur de jeu de aussi être capable de faire son propre marketing puis faire son propre... de vraiment aller chercher les fans, quoi? Je pense pas qu'il y ait une notion de devoir parce que y a plein de personnes qui ne le font pas et en fait Antoine est encore un bon exemple. Antoine Boza il communique très très peu, il aime pas trop les interviews, il répond assez peu présent à ce genre de choses, même si depuis que la cafetière a lancé une chaîne Twitch on le voit un petit peu plus et ça l'a pas empêché d'avoir l'une si ce n'est la plus grosse carrière d'auteur de jeux contemporains. Moi c'est vraiment le plaisir qui m'a drivé au départ, c'était vraiment cette idée de se dire bah tiens en fait j'aime bien papoter, j'aime bien communiquer, j'aime bien parler de mon métier et de montrer un peu comment ça se passe derrière le rideau, l'envers du décor quoi. Et donc je vais le faire parce que ça me fait vraiment plaisir. Ça c'est le point de départ. Et le deuxième truc c'est vraiment à la fois l'arrivée de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices et à la fois la défense du statut d'auteur comme beaucoup en fait j'ai été très vite saoulé et un peu outré du fait qu'on oubliait les auteurs et les autrices de jeux dans plein de médiums et de plein de manières. De voir des médias, des fois vraiment des gros médias en plus, dire ah vous avez joué au dernier jeu de Days of Wonder ou au dernier jeu de Repos Production, sans jamais citer les auteurs ou les autrices. Vraiment moi ça m'outrait très très fort. Et à un moment j'ai fait une sorte de constat de Bruno Cathala, on l'oublie jamais en fait. Et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'oublie jamais Bruno Cathala alors qu'on peut oublier des auteurs qui ont une carrière presque aussi importante que Bruno mais qui pourtant sont quand même oubliés, et je pense que ça venait du fait qu'il communiquait déjà beaucoup. Donc tout le monde avait un peu sa tête, tout le monde le connaissait, et dire c'est un jeu de Bruno Cathala, c'était aussi fort que dire c'est un jeu de Repos Production des of Wonder. Et donc je suis parti de ce postulat pour me dire, en fait moi je veux que les gens ils se disent on va pas oublier Théo Rivière parce qu'il est important dans sa communication et dans ce qu'il a fait. Comme ça, si jamais on commence à ne pas oublier Théo Rivière ni Bruno Cathala, peut-être qu'on n'oubliera pas Ludovic Maublanc, et puis peut-être qu'on n'oubliera pas les jeunes auteurs qui font leur premier jeu, et à la fin on aura un peu gagné sur ça. Vraiment une volonté de se dire je suis le premier à grogner et à me plaindre de on oublie tout le temps les auteurs et les autrices, mais en même temps si les auteurs et les autrices ils font zéro communication, c'est pas normal, mais je comprends mieux qu'on les oublie, donc je vais essayer de pallier un peu à ça. C'est drôle parce que on avait eu un peu, je pense que ça c'était pas sur le podcast, mais quand on avait parlé avec Sébastien, il avait aussi dit la même chose, que lui il était pas du tout bon à la communication et tout, Sébastien Pochon, puis il disait que Bruno Cathala c'était comme, il était partout, il faisait toutes les interviews, donc c'est vrai que c'est la deuxième fois on met de l'avant le fait que Bruno Cathala était un bon communicateur, puis qu'il l'est toujours encore aujourd'hui, hein. Moi c'est une source d'inspiration, c'est vraiment de se dire, à un moment je me suis dit, comment Bruno il fait? Je vais regarder et je vais faire un peu pareil, et puis en adaptant pour que ça me convienne et que ça soit dans mon style. Parce que, au-delà de ça, je trouve aussi que c'est une bonne, un bon exemple de regarder faire des jeux, c'est ça, et ça marche comme ça, qui peut nous amener à avoir plus de gens qui font des jeux. Qui est l'autre truc qui m'obsède un peu, c'est que, en fait, faire des jeux, c'est cool, donc j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui font des jeux parce que c'est chouette. Et Bruno, il m'a et il a donné à plein de gens, il donne envie de faire des jeux en fait, parce que tu le vois, il en parle, ça a l'air chouette et tout, donc il y a un moment, et 6388 est né aussi un peu de ça, de se dire en fait je vais parler de comment on fait des jeux, parce que je vais aider des gens comme ça, et ça me fait plaisir d'aider du monde, et parce que je vais peut-être à mon niveau un peu donner envie à des gens de faire des jeux, et ça sera trop bien de se dire dans 10-15 ans, j'aurai des trucs et les gens diront ah ouais, c'est en écoutant 6388, c'est un peu ou peut-être dans moins de 10-15 ans d'ailleurs, dans 3-4 ans, ça m'a un peu remotivé à faire des protos, et donc moi ça c'est vraiment le rêve de se dire qu'il y a des gens qui ont embrassé un peu à la création ludique, avec un petit niveau bien sûr, mais à mon échelle, un petit pouce, un petit truc qui les a redonné un peu la motive, ou qui leur a donné la motive de faire des jeux, quoi.
C'est drôle parce que tu dis ça, mais moi j'ai directement pensé à ça quand tu me parlais de ton prof qui avait sa petite ligue de Magic. Ça m'a fait penser très peut-être égoïstement que peut-être que moi ça m'arrivera aussi parce que moi je suis aussi enseignant et puis j'ai aussi créé un club de jeux de société. Donc peut-être que je sais pas, je suis en train de créer le prochain Théo Rivière. Qui sait? Ouais, mais c'est vraiment là moi j'ai eu 2 fois là sur c'était les 2 premières fois, mais j'ai une émission sur Twitch qui s'appelle Prototypes. Où l'idée c'est que les gens peuvent m'envoyer des pitchs de leurs protos, je les regarde pas avant, je les découvre en live et je les débriefe un peu, à la fois plus sur la manière dont ils pitchent le jeu, te dire bah ta vidéo tu vois là elle est trop longue, ça va faire chier un éditeur, attention là t'as pas mis c'était un jeu coopératif alors que c'est important, et des fois un tout petit peu de game design, mais comme j'ai pas joué au proto c'est dur, mais de dire ou fais gaffe là, tes 54 cartes événements, c'est peut-être un petit peu trop de cartes événements quoi. Et suite à Prototypes, là j'ai eu, donc je l'ai fait 7-8 fois je pense maintenant l'émission. Donc à chaque fois je fais passer entre environ 4-5 protos, donc je dois avoir une trentaine de protos qui sont passés. Et là je viens de relire le contrat parce que l'auteur avait des questions du 2e jeu qui a pas été repéré directement dans l'émission, il y en a un qui a été repéré directement, mais qui est passé dans Prototypes et qui derrière a trouvé un éditeur. Et les 2 fois, ça m'a apporté une joie qui était presque plus grande que quand j'ai signé certains de mes jeux, parce que je commence à avoir un petit peu l'habitude sur ça, donc c'est un peu moins une forme d'excitation pour moi. Et vraiment, ça m'a amené un truc de me dire, c'est tellement fort il s'est passé quelque chose. C'est évidemment pas ma responsabilité, parce que c'est le boulot de l'auteur qui a fait que son jeu a été signé, mais j'ai amené un tout petit truc. Il y a une micro-brique dans la maison qui est ma brique à moi et la brique de Prototypes qui a amené ce jeu à arriver sur le marché. À un moment, ça va sortir, les gens ils vont y jouer, ils vont trouver ça bien. Et ça m'a apporté un bonheur vraiment très très important quoi. Faudrait qu'il y ait une petite mention de ton nom dans le livre des règles. Merci beaucoup à Théo Rivière. J'avoue que j'espère être dans les remerciements. Ça arrive quelques fois aussi parce que ponctuellement j'ai donné des conseils ou j'ai relu des contrats ou ça m'arrive d'être sollicité. Généralement si j'ai le temps j'accepte de le faire. Et donc c'est vrai que quand tu rouvres le livret et que tu vois merci à Théo pour son aide, pareil ça m'apporte un truc qui est vraiment assez fort pour le coup. C'est drôle, je parlais avec... on a fait un week-end de jeu avec certains de mes abonnés, et puis j'avais Ben et Lily des recettes ludiques, je crois que tu connais. Je les aime beaucoup, et puis j'ai eu une discussion avec Lily qui m'a fait vraiment rire, parce que, en fait, j'imagine que tu as déjà rencontré ça dans le milieu du jeu, mais à chaque fois que moi, je parle à des amis qui sont externes de ce milieu-là, puis qui disent « Ouais, je suis fan de jeux, j'ai 200 jeux chez moi, j'ai un podcast. » Il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais toi, est-ce que tu vas créer un jeu? » Tu sais, comme on dirait que d'office, parce que tu aimes jouer à des jeux de société, tu vas créer un jeu de société. Puis Lily, elle a eu la réflexion de dire, mais c'est bizarre parce qu'on dit jamais ça à quelqu'un qui aime les jeux vidéo, tu sais. On va pas leur dire, mais toi, tu vas créer un jeu vidéo. Peut-être parce qu'on pense que c'est facile ou que c'est plus accessible de créer un jeu de société. Tu vois ça comment? Tout le monde peut créer des jeux ou pas? En fait, ce qui est juste dans ce que tu racontes, et je m'étais jamais fait la remarque, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le seul truc. Tu vois, genre moi je lis beaucoup de mangas et de comics, j'adore ça. Personne m'a dit tu veux pas faire un manga là ça bien, t'as une bonne culture quoi. Non, c'est impossible. Je pense que ça vient en partie de la création ludique. Elle demande pas de compétences techniques pures. C'est-à-dire que là, si toi tu veux faire un jeu, en fait tu prends des bouts de papier, t'écris des cartes en déchirant. Mon premier proto, j'avais même déchiré le papier à la règle parce que j'avais pas de ciseaux là où j'étais en train de le faire. Et puis tu joues avec et ça marche en fait. C'est possible en 20 minutes pour n'importe qui de créer un jeu. Il sera certainement pas terrible, c'est pas très grave, mais c'est vraiment possible pour n'importe qui de se dire tiens, je fais un memory, donc je prends le memory qui traîne dans la cave de mes parents, je le sors, j'écris des pouvoirs sur les tuiles et c'est un memory avec des pouvoirs, c'est bon, c'est parti, j'ai créé un jeu quoi. Donc il y a vraiment ce truc c'est facile de poser quelque chose en fait. Et ça vraiment, j'invite les gens qui ont envie de se pencher dans la création à le faire, parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre à faire des jeux, c'est de faire plein de petits jeux, ou des plus gros si jamais vous en avez envie, un peu nuls ou un peu moyens, en s'en foutant un peu, parce que c'est comme toutes les compétences, il y aura un truc vous allez quand même progresser, en termes de compétences pas techniques mais intellectuelles, en le faisant plein de fois, vous allez quand même réussir à faire des meilleurs jeux à terme. Et donc je pense qu'il y a ce truc un peu qui amène les gens à se dire, en fait je peux y arriver, c'est parti. Je prends mes morceaux de papier, je prends mon imprimante, je fais un proto, et puis c'est parti, je fais quelque chose, quoi. Néanmoins, je suis quand même persuadé que c'est pas pour tout le monde et qu'il faut pas se forcer à le faire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un peu cette injonction à la création, mais en fait, on peut adorer un truc et ne jamais le faire. Moi, j'écoute tout le temps de la musique, j'aime vraiment beaucoup la musique. J'ai jamais, un peu quand j'étais ado, mais depuis que j'ai arrêté plus jamais, j'ai jamais eu le truc de me dire j'ai envie de faire de la musique. Non, j'adore en écouter, mais j'ai pas envie de me pencher dessus et d'apprendre à en faire, ça m'intéresse pas spécialement, quoi. Donc si votre truc c'est de kiffer de jouer à des jeux,
jouer à des jeux c'est cool, vous avez pas besoin de créer pour être valable et c'est pas essentiel dans votre parcours de joueur ou de joueuse. Ouais. Si par contre vous avez envie de créer des jeux, faites-le parce que c'est vraiment chouette et effectivement le ticket d'entrée, on va dire, est facile en fait. Il y a pas de, tu vois, tu veux faire de la musique, tu peux pas prendre une guitare et te dire bah je fais un peu de guitare. Le début c'est horrible, t'es nul à chier quoi, ça fait vraiment un résultat qui est pas bien. Là en fait tu peux directement produire quelque chose qui sera sûrement pas terrible, peut-être mieux que prévu, mais qui sera jouable en fait. Ou potentiellement ton premier jeu c'est Ark Nova. Toi comme le créateur qui a que ça. Ou tu vois Top 10 de Aurélien Picollet, c'est son premier jeu. Wolfgang Warsch, quand il fait The Mind, quand il fait sa trilogie The Mind, La Taverne et Les Charlatans, est très futé. Sa quadrilogie en 2 ans, le mec il fait ses 4 jeux qui sont monumentaux tous les 4. Et avant ça, il a sorti un seul jeu qui a été un peu oublié et qui était pas terrible quoi. Il y a vraiment un truc de, ça peut arriver d'avoir une fulgurance et de faire des trucs vraiment bien très vite. Mais voilà, je crois qu'il faut pas se forcer et des fois je sens qu'il y a un peu des gens qui sont sur cette trajectoire de se dire oh bah j'aime bien les jeux, bah, je vais essayer d'en faire un parce que c'est mon parcours ludique normal et classique. Ouais. Vous forcez pas, si jamais vous avez pas envie, c'est ok en fait quoi. En parlant de prototypes, t'en as combien des prototypes estimation hein, que t'as commencé mais que t'as jamais fini? Plein, vraiment beaucoup. Ouais. Moi je suis un auteur qui a tendance à faire très très vite un proto. Dès que j'ai une idée et que ça commence à me chauffer, je peux me poser, faire un proto et puis essayer de regarder et que ça soit nul. Un peu moins ces 2 dernières années parce que j'ai eu un peu moins de temps à lancer de la création. Mais je pense que j'ai dû en faire une centaine, 150 je pense. De trucs où vraiment, soit j'ai posé l'idée et je me suis un peu arrêté là, soit même j'ai fait un proto et puis des fois en étant en train de le découper ou en faisant les premiers tours, je me suis dit, bon en fait c'est nul, il faudra que j'y revienne plus tard. Et j'y suis jamais revenu parce que je suis passé à autre chose quoi. Ouais. Puis bon, ça c'est une question que je l'avais aussi posée à Pochon. Puis je pense que c'est une question que je vais poser à chaque fois que j'ai la chance d'avoir une interview avec un créateur de jeu. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de créer un jeu, ou peut-être même pas de te rendre à ce point-là de l'éditer? T'arrives chez l'éditeur puis t'es comme ça va faire un carton de fou. Puis en fait, il y a jamais personne qui l'a apprécié au point que toi tu l'as apprécié. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou peut-être que c'est un jeu que t'as sorti mais que tu t'attendais à un succès beaucoup plus grand que celui qu'il y a eu au final. Je crois un peu, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête un peu sur les deux. Le premier, c'est un jeu pour enfants que j'ai fait avec Corentin Lebras, qui s'appelait Merde. Attends, genre le proto pas loin. Ouais, les chaudrons aux 1000 potions, qui était un jeu pour enfants coopératif, narratif. Et vraiment, on a fait le proto et on s'est dit, putain, ça défonce quoi. On va trouver un éditeur tout de suite, ça va être trop bien. Et puis on a fait un salon d'essai, on l'a montré un peu à tout le monde et tout le monde a fait, ouais, bof. Puis on a fait un Cannes, on l'a montré un peu à tous les autres et tout le monde a fait, ouais, bof. Et on n'a jamais trouvé l'éditeur. Alors on s'est dit qu'on allait le reprendre, on a fait presque une nouvelle version, il faut qu'on se motive un peu. Mais c'est un proto où vraiment on pensait qu'on tenait un truc, et puis je pense qu'on était un peu les seuls à penser qu'on tenait un truc pour le coup. Puis ça, tu attribues ça à quoi? Est-ce que tu penses que c'est les gens qui voient pas le génie dedans, ou tu penses qu'il reste à être retravaillé? Vous prenez ça comment les deux? Je sais pas, il y a à la fois un truc de peut-être qu'on se trompe en fait, nettement, tu vois, de se dire nous on y a vu un truc que personne n'y voit, donc a priori c'est peut-être nous qui avons l'impression que c'est chouette, mais qu'en fait ça plaira pas à un public, et donc en termes de jeux édités ça sera pas pertinent pour arriver sur le marché. Peut-être que c'est des éditeurs qui se plantent et qu'on a un truc super et que on trouvera un éditeur un jour et que ça sera un gros succès et qu'on pourra dire haha, on vous l'avait dit. Je préférais que ça soit ce scénario là, mais il y a quand même plus de chances que ça soit tous les deux qu'on se plante, parce qu'on a dû le montrer à 5-6 éditeurs et qu'il n'y a pas eu d'excitation du tout chez ces éditeurs-là, quoi. Et puis tu disais que tu avais 2 exemples. Ouais, l'autre c'est en jeu édité, mais c'est intéressant parce que j'ai regardé des gens jouer il n'y a pas longtemps et ça m'a remis aussi un peu une explication dans ma tête, mais avec Romain Catargian chez Lumberjack, on a fait un jeu qui s'appelle Monster Café, qui est vraiment un échec. Ça a vraiment pas marché, presque pas du tout quoi. Personne n'a perdu d'argent je pense dans le projet, mais c'est un jeu qui est en train de disparaître et qui aura une carrière vraiment très très courte. Et je suis vraiment étonné que tout le monde s'en est un peu foutu. Il y a un espèce de truc de ça. Le jeu a pas fait spécialement parler de lui, personne s'est penché dessus. Il y a pas eu de retour. C'est pas tant que les gens ont pas aimé, ou alors ils l'ont pas dit et ça doit faire partie du truc, que vraiment il est passé complètement inaperçu. Alors que je trouvais l'édition absolument formidable. Je trouvais vraiment les illustrations, elles sont de Greg Baldwin, elles sont phénoménales quoi. Je les trouve magnifiques. Je trouve le jeu pas le jeu le plus original du monde, mais il y avait un petit truc, je trouvais ça très sympa. Et ouais, vraiment, tout le monde, personne s'est penché dessus. Et en même temps, j'ai regardé une partie il y a pas longtemps. Là, j'étais
en animation dans une bibliothèque en Suisse, justement. Et le jeu était là, donc il y a des gens qui sont installés pour jouer. Et je leur ai expliqué les règles, c'est un jeu que j'ai pas mal expliqué, donc je suis assez content de mon explication de règles, j'ai ma routine qui est un peu calée dans ma tête. Et vraiment, ils ont rien compris. Et je les ai re-regardés jouer après, j'ai essayé de les accompagner un peu, et ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Parce qu'en fait, comme c'est un jeu en... C'est ma micro-analyse, et je pense qu'elle est pas complètement juste, mais comme c'est un jeu en plusieurs bandes de... Je déplace un personnage, mais chez n'importe qui, pour le mettre au centre, pour déclencher un pouvoir, et essayer d'avoir la majorité pour gagner des points qui sont dépendants des trucs au centre. En fait, c'est trop de facteurs pour quelqu'un qui joue pas beaucoup. Ça va être trop compliqué, donc cette personne, elle va pas spécialement y arriver, ou du moins pas y prendre du plaisir. En même temps, c'est un jeu un peu chaotique, un peu bordélique, et des gens qui auraient plus l'habitude de jouer et qui pourraient aimer ce côté-là de « Ah, c'est un peu fin, je fais ça pour faire ça, bah c'est trop chaotique pour qu'eux, ils prennent vraiment du plaisir. Donc je crois qu'on a un peu trop le cul entre deux chaises, en fait. Tu vois ça comment, toi, les plateformes Kickstarter et puis ces trucs de sociofinancement? Parce que je pense que, si je me trompe pas, toi, t'es jamais passé par là. Si, on a fait Arceis avec Ankama et la team Kaedama. Qui est très 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 en retard en termes de livraison. Là, on a 1 an et demi de retard. Donc, un Kickstarter en retard, quoi. Voilà, plus que la moyenne quand même. On est un peu désolé, ça a été un peu complexe. Et je suis assez partagé. Je suis à la fois partagé en tant que de ce que ça représente, parce que j'ai un attachement aux boutiques ludiques qui est vraiment très important. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont essentielles pour la promotion du jeu, pour le développement du jeu, et puis pour ce que t'évoquais, d'amener plus de gens à jouer. Et mine de rien, Kickstarter peut un peu leur faire du mal, même si on a vu que c'était plutôt des gros jeux qui se vendent pas en boutique qu'allaient cartonner sur Kickstarter. Mais ça me divise un peu. Et je suis un peu divisé sur ce qui se passe effectivement pour les joueurs et les joueuses. Parce que moi, il y a plein de jeux que j'ai crowdfundé parce que j'étais super excité, j'avais vraiment envie, et j'ai vraiment presque à chaque fois vécu ce petit truc de tu reçois ta boîte et t'es genre ah cool, c'était il y a 1 an et demi, voire c'était il y a 4 ans. En fait, je m'en fous, j'ai plus l'excitation de ce jeu, il faudra que j'y joue, et puis en fait j'y joue pas, et puis je l'oublie, et puis à un moment je finis par y jouer, et je suis un peu déçu, et c'est un peu nul, quoi. Donc j'ai pas, en termes de joueurs, j'ai pas eu vraiment du plaisir à passer par ces plateformes-là, et en termes d'auteurs, c'était bizarre. Bizarre parce que Arceis a fonctionné correctement, mais pas à la hauteur de ce qu'on avait projeté un peu au moment où on a lancé le projet, et que la gestion d'une campagne, c'était à la fois agréable sur tous les points agréables, notamment sur ce côté un peu communautaire, des gens qui font « Allez, il nous reste que 1 000 € pour dépasser le prochain palier, on est parti !» Et ça, les gens, ils sont ultra cool, et c'est un peu excitant, c'est un peu... ça m'a apporté un peu de joie, et c'était vraiment chouette. Et à la fois, on a quand même plein de gens qui disaient « Oui, alors j'ai vu le jeu, je pense que je vais l'acheter pour les figurines, mais je vais changer le système de combat parce qu'il a l'air pas bien. » Tu n'as pas joué au jeu, mon grand, tu peux pas dire si le système de combat il est pas bien, tu n'y as pas joué en fait, quoi. Et donc tous les feedbacks négatifs et les gens qui s'énervent, et il y en avait beaucoup, moi je les ai pris de manière plus exacerbée que ce que j'aurais aimé, et ça m'a fait un peu de mal à côté. Donc je suis assez partagé. Je pense que c'est un truc que je me refuserais pas à refaire si jamais c'est pertinent et que j'ai un éditeur qui me dit tiens, on va passer par une plateforme de crowdfunding pour ton projet parce que ça nous semble logique. Mais c'est pas un truc vers lequel j'irai naturellement, en tout cas. Écoute, moi j'ai l'impression que je pourrais te poser des questions pendant 10 heures, mais je vais quand même essayer de finir ce segment. Dernière question pour toi, une soirée jeu chez Théo Rivière, ça ressemble à quoi? J'aime bien ça. J'en fais pas mal, notamment je fais pas mal de soirées proto, et puis on fait quelques soirées où on joue à des jeux. Souvent ça ressemble à déjà j'ai cuisiné des trucs parce que j'aime beaucoup cuisiner, et j'aime vraiment beaucoup recevoir les gens et me dire attends, j'ai mis un peu les petits plats dans les grands, j'ai passé l'après-midi à cuisiner un truc un peu funky sexy, comme ça on se pose et on mange et c'est parti. Donc généralement on prend le temps de bien manger, ça fait vraiment partie du plaisir. Et après j'ai généralement préparé une pile de jeux auxquels j'ai envie de jouer, qui est un savant partage entre alors ça fait 6 mois que c'est dans ma bibliothèque et j'ai toujours pas joué. C'est une honte, vas-y, on va y jouer ce soir pour voir à quoi ça ressemble. Et vas-y, j'ai ça, et ça j'ai vraiment envie d'y jouer parce que c'est un jeu que j'adore, donc j'ai envie de vous le faire découvrir. Donc généralement, il y a une pile un peu mélangée des deux. Au final, on joue souvent pas au jeu que j'avais envie de faire découvrir parce que j'ai pas trop lu les règles, on a un peu la flemme de découvrir un truc, et puis vas-y, on est un peu trop pour jouer parce qu'il y a 6 personnes qui ont dit qu'elles voulaient venir, donc on va finir par jouer à Just One et à des petits jeux parce que c'est parti. À Top 10 parce que c'est des jeux qu'on maîtrise, qu'on aime bien et qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Et donc généralement on finit comme ça. C'est assez rare que je fasse des soirées gros jeux, ou alors vraiment elles sont planifiées. On t'en parlait, mais je fais en ce moment je joue à Clank Legacy. C'est pas des soirées jeux, c'est des soirées Clank Legacy. On sait qu'on va jouer à Clank Legacy, elles sont planifiées. Tout comme je pourrais faire une soirée Terraforming Mars ou une soirée Ark Nova en mode vas-y, on se voit demain.
c'est pas pour jouer à des jeux et on sait pas quoi, c'est pour jouer à Terraforming Mars, c'est acté que c'est ce jeu-là qu'on va sortir, et donc on est un peu prêt pour y jouer avant, quoi. Ben, j'ai dit que c'était ma dernière question, mais j'en ai une petite dernière. David, justement, qui fait le podcast avec moi d'habitude, il m'a envoyé cette question, il voulait que je te la pose, parce que nous, quand on a fait notre partie de Package Chips en live sur le podcast, par après, on s'est dit, on vous imaginait trop les deux en train d'être assis autour d'un apéro avec un paquet de chips, et puis c'est de là que l'idée est partie. Est-ce que c'est comme ça que c'est parti, cette idée-là, où vous êtes vraiment dit... un peu comme tu as fait avec Draftosaurus, explique-moi comment tu es venu à l'idée du paquet de chips, parce que je pense... Puis franchement, j'avoue que je pense déjà qu'il sera dans ma liste des top 10 jeux de l'année. J'adore ce jeu paquet de chips. Donc, et puis je lance ça maintenant, mais je pense que ça va vraiment être le jeu de l'été. Je pense que tout l'été, on va voir des gens tourner avec leur petit paquet de chips. Donc, dis-nous un peu comment ça s'est créé, ce jeu-là. Trop bien, bah merci déjà, ça me fait vraiment super plaisir. C'est un jeu qui a une histoire un peu particulière en plus, qui a été un peu compliqué à ce qu'il arrive, notamment en français. Il a un peu vogué vers des horizons complexes à un moment. Et je vais un peu démystifier le truc, mais nous, ce n'était pas un jeu avec des chips au départ. C'était un jeu avec des chips, si, mais c'était des chips de poker, des jetons de poker. Et le jeu avait pas de thème quand on bosse dessus avec Mathieu Aubert. Le proto qu'on a présenté, tel qu'on l'a présenté à Mixlore, à Asmodée, s'appelait à l'époque Poki, pour petit poker. Et donc il y avait pas directement de thème. C'est vraiment Mixlore qui est arrivé avec cette idée de... Et ils avaient déjà fait Ramen Fury à l'époque, et ils avaient cette volonté de faire des jeux avec des packaging de bouffe. Et vas-y, on le ferait bien dans un paquet de chips, comme ça on met des chips de poker et c'est drôle. Et nous on les a suivis sur ce délire-là, mais c'est eux qui sont avec cette idée-là. Le point de départ du proto, il est un peu marrant parce qu'il raconte un truc que j'aime bien, qui est avec Mathieu Aubert, donc qui est un auteur avec qui j'ai déjà fait un autre proto qui devrait arriver en 2024. Qui a mis très longtemps à arriver aussi, mais qui est un bon ami avec qui je bosse régulièrement. On se dit, bah vas-y, on fait une session de boulot, je viens chez toi, et pendant 2 jours, on fait que essayer de faire un nouveau proto, quoi. Et donc on arrive sans proto de départ, en se disant, on va faire quelque chose, quoi. Et vraiment, on bosse, et tout ce qu'on fait, c'est nul. Vraiment, on fait un premier proto, on joue un peu, on fait, bah ouais, c'est moyen quand même, ouais, c'est moyenasse, c'est pas terrible. Vas-y, next, on essaye de faire un autre truc, quoi. Et vraiment, je pense qu'on fait 2-3 protos différents, et à chaque fois, à la fin, on est genre, bah c'est naze, ça nous plaît pas assez, quoi. On finit par en avoir un peu marre, et le dernier soir on va bouffer dans un resto de sushi de Poitiers, là où est Mathieu, pas terrible, mais ok, on se pose quand même pour manger les sushis, et on discute un peu de tout et parfaitement autre chose, et on commence à parler de politique, et on discute de système de vote et d'élection. Donc tu vois que le point de départ il est vraiment très très éloigné, et c'est vraiment pas ce qu'on s'attendait, hein. Et c'est Mathieu qui raconte un truc en disant: ah moi, un système électoral dans lequel je pourrais peut-être un peu plus me retrouver, c'est on prend tous les candidats et candidates, ils font un débat à la télé, et puis bah, on en élimine 2 qui nous plaisent pas, on vote pour en éliminer 2, puis voilà, il y en a 2 qui sont partis, puis on refait un débat, puis on en élimine 2, puis on refait un débat, on en élimine 1, et puis bah à la fin on regarde et on vote pour celui qui nous plaît le plus, mais on en a viré au fur et à mesure. Ouais. Et on discute de ça tranquillement au restaurant de sushi, et je fais: oh, mais c'est un super proto en fait, mec. Attends, il y a grave un truc à faire, quoi. Et vraiment, littéralement, on demande à la serveuse si elle n'a pas du papier et un crayon. Elle nous donne un bic qui écrit pas très bien et un ticket de caisse parce qu'elle a pas de papier. Et on commence à prendre des notes de: attends, on a des objectifs dans sa main. Ah vas-y, on révèle des jetons, on défausse 2 objectifs, puis on ressort des trucs, et il y a une proba, les jetons ils sont plus nombreux d'une couleur que d'une autre et tout, c'est parti, on va faire ça, quoi. Et on rush la fin de notre repas, vraiment on se speed, on rentre chez Mathieu et directement on commence à faire un proto qui est là encore, je pense à presque 95% ce que Package Chips allait être, quoi. Ouais. Il y a quelques trucs qui bougent, notamment sur le côté positif-négatif, c'était un petit peu plus complexe au départ, mais globalement on pose le truc, et on appelle à l'époque le jeu du François Fillon, qui était encore un homme politique dont on parlait à cette époque-là. Il n'était pas encore en prison. Et on se dit, bah tiens, on appelle ça le jeu du François Fillon parce que c'est les élections politiques de l'époque, et il est encore candidat, et vas-y, on met la tête de François Fillon avec des lunettes de soleil en dos de carte. Vraiment, on pousse le délire jusqu'au bout. Et on commence à jouer au proto, on se dit putain, c'est cool en fait, ça marche, quoi. Et donc il y a vraiment ce truc dans notre ressenti, c'est un peu un jeu qu'on a fait en 1 heure, quoi. Parce que vraiment, le temps passé à faire le premier proto, il y a vraiment pas beaucoup de temps. Mais si je suis un peu plus honnête avec nous-mêmes, en fait c'est un jeu qu'on a fait en 2 jours et demi, avec 2 jours où tous les trucs qu'on a fait qui n'avaient presque aucun rapport mais qui étaient nuls, en fait ils nous ont nourris au fur et à mesure, ils nous ont donné des pistes de game design qu'on n'a pas forcément perçues, et qui nous ont emmenés derrière à faire le jeu du François Fillon, puis Poki, et puis Paquet Chips en bout de ligne, quoi.
Mon Dieu, on s'entendait pas à cette histoire-là. Partir de la politique pour arriver à un jeu dans un paquet de chips. Donc, ouais. Moi, j'avoue que je suis un peu déçu parce que, étant un grand fan de chips en général, je m'attendais vraiment à ce que ça parte de là. Si ça peut te rassurer, j'aurais bien aimé et on a mangé beaucoup de chips depuis pour fêter tout ça. C'est bon. Alors, je te pardonne. Maintenant, pour le troisième segment, Théo nous a proposé de faire le top 5 jeux qu'on n'a aucun envie de jouer, mais qu'on devrait. J'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà, la façon que tu te fais la phrase, je me dis, est-ce que c'est des jeux que je veux jouer, que je veux pas? Donc, c'est des jeux qu'on n'a pas envie de jouer du tout, mais qu'on sait qu'on devrait. Ouais, c'est Pourquoi exactement ça. Pourquoi t'as pensé à cette thématique-là? Ça vient de... L'anecdote, et je vais pas le spoiler parce qu'il est dans mon top 5, c'est ma compagne bosse dans une boutique de jeux à Bruxelles. Okay. Et elle faisait une espèce de... Régulièrement, ils ont un stand sur un marché et ils font des jeux à moins 30%, donc un peu moins cher. Et elle me racontait qu'il y a un jeu qu'on aime beaucoup et qui se vend vraiment pas du tout. C'est un jeu qui a plutôt fait un échec commercial. Et qu'elle le soldait à moins 30% et qu'elle le mettait dans les mains des gens en leur disant « Ça, vous avez pas envie d'y jouer hein, là parce que c'est vraiment super moche. Vraiment, c'est top. Achetez-le, faites-moi confiance, c'est super. » Et qu'elle en avait vendu plein parce que les gens lui avaient dit « Ok, bah vous avez une telle énergie, un tel truc à nous dire que c'est bien, on va vous faire confiance, c'est pas très cher, on va jouer pour voir quoi. » Et c'est un jeu que j'ai beaucoup sorti, fait beaucoup tourner autour de moi, et vraiment à chaque fois tu le poses sur la table, tu le pitches un peu aux gens, les gens font un peu genre ouais, vas-y, on te fait confiance, on va jouer, mais là j'ai pas trop envie quoi. Et quand tu fais une partie, régulièrement, même si j'ai eu quelques bides, les gens ils font putain c'est cool, on en refait une quoi, et tu te retrouves à jouer 5-6 fois parce que le jeu a fonctionné quoi. Donc là t'es en train de me dire que pour toi c'est des jeux que t'as joué alors? Ouais, moi c'est que des quand jeux... Tu disais Ah oui, pardon, ouais, c'est des jeux auxquels je joue. On va avoir des top 5 qui diffèrent beaucoup, parce que moi, c'est 5 jeux que moi, j'ai pas du tout envie de jouer, mais que je sais que je devrais. C'est ça que moi, j'ai fait. Ouais, c'est ultra intéressant, du coup, c'est bien, on va avoir deux manières de présenter le truc, et ça m'intéresse de savoir pourquoi t'as pas joué à ces jeux. Moi, j'ai mon numéro 1, puis j'en parle souvent de si j'avais fait juste, en fait, ça aurait été clairement, c'est un jeu qui s'appelle Broom Service. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois tout à fait. Mais c'est un jeu on le voit. Oui, qui est derrière moi, ouais, juste là derrière. Mais c'est un jeu que à chaque fois que je sors cette boîte sur la table, tout le monde me fait mais j'adore ce jeu, puis pourtant à la fin de la partie, ils adorent. Donc ça, j'imagine que c'est ça que j'aurais mis dans mon top 5 si j'avais fait juste. Après, on peut avoir ouais, c'était plus ça dans l'idée, vraiment ce truc des jeux où tu te dis ça c'est pas pour moi, ça va pas m'intéresser, je vais pas y jouer. Ouais. Mais en fait, quand tu joues, tu te dis j'ai été con, j'ai bien fait d'y jouer, en fait, c'est vraiment cool. Non, mais c'est parfait. Écoute, moi, j'aime bien le fait qu'on ait 2 top 5 différents parce qu'après, moi, je peux utiliser ta façon de faire le top 5 avec mes 2 confrères du podcast parce que je pense qu'on aura long à dire. Donc, je te laisse commencer avec ton numéro 5, donc des jeux qu'on aurait, en général, pas envie de jouer, mais qu'on devrait. Du coup, je vais prendre celui que je t'ai un peu pitché à l'instant, qui est un jeu, moi, j'ai découvert parce que l'éditeur m'a offert une boîte et je me suis dit, ok, bah, je vais jouer. Vraiment, les illustrations sont correctes en elles-mêmes, mais le design graphique au global me plaît vraiment pas du tout. Ce jeu, c'est Loading de Marc Paquin chez Lumberjack. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, mais je vais regarder à l'instant pendant que t'en parles. Parce que vraiment, c'est un jeu qui est assez passé inaperçu, je pense. J'ai le sentiment que ça a pas très bien fonctionné. Je me trompe peut-être, hein, si ça se trouve, c'est un succès que j'ai pas perçu. L'idée du jeu, c'est que c'est un jeu... alors d'abord, la thématique est vraiment catastrophique, je trouve. Vraiment, elle me donne pas envie du tout, puisque on est un espèce de petit robot et on doit récupérer des cartes pour charger nos batteries. Et vraiment, ça me raconte rien du tout, ça me donne pas envie du tout. Et à chaque fois que tu peux pas le pitcher par la thématique, tu peux pas dire aux gens, alors Loading, c'est un jeu, tu vas voir, c'est super, on charge nos batteries, quoi. Vraiment, personne est excité à l'idée de se dire, je vais jouer à un robot qui se recharge, quoi. Ouais, sur des grandes lignes de game design, ça peut être aussi un truc qui est bloquant et qui peut ne pas donner envie à des gens, puisque c'est un jeu qui se joue en 5 minutes à peu près, et en temps réel. C'est-à-dire qu'on va jouer, c'est frénétique, on va jouer bim bam boum, ça va super vite. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques à cette typologie de jeu en se disant « Ah non, moi j'aime bien prendre le temps de réfléchir, d'être un peu calé, etc. Ouais. » Moi j'adore ce genre de jeu, et Loading, c'est pour moi un de ceux qui le fait le mieux. Derrière, si je dois expliquer un peu la méca, c'est un jeu de draft, d'une certaine manière, mais avec un paquet de moins que le nombre de joueurs et joueuses autour de la table tout le temps. Donc on va imaginer qu'on joue à 6, ça joue de 2 à 7. Je crois je sais pas comment on joue à 2, doit y avoir une variante pas terrible, mais jouez-y de 4 à 7, c'est comme ça qu'il faut y jouer, je pense. Donc on imagine qu'on est 7, il y a 6 paquets de cartes, et il y a une personne qu'on n'a pas.
Au top départ, la personne qui a pas de paquet de cartes, elle va le tendre sa main au milieu de la table. Les autres vont observer leur paquet de cartes, choisir une carte, et dès que quelqu'un a terminé, va donner son paquet à la personne qui était au milieu, qui va le récupérer. Et puis, fondamentalement, la personne qui vient de donner un paquet en a plus, donc elle va mettre sa main au milieu, en attente d'un paquet, et les paquets vont passer comme ça de joueur et de joueuse en joueuse. Ce qu'on récupère dans les paquets de cartes, c'est tout simple. C'est des cartes numérotées de 1 à, 64, on va dire, qui valent un certain nombre de points qui diffèrent en fonction des cartes. Et on ne peut toujours jouer qu'une carte qui est plus grande que la carte qu'on a jouée précédemment. Donc sur mon 1, je peux jouer un 2, mais il y a peu de chances que j'ai le 2 dans mon paquet, donc je vais peut-être jouer un 7. Mais est-ce que je joue ce 19 là, il vaut 4 points, il est génial, mais si je joue le 19, j'ai grillé les chiffres de 2 à 18, je pourrais plus les jouer parce que je me suis fait avoir comme ça. Et tac, 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 comme ça va super vite, on draft, on fait des mauvais choix, etc. Dès que j'estime que les cartes que j'ai récupérées, ça me suffit, je suis satisfait de ça, je prends une carte au centre de la table qui vaut un petit nombre de points, et je retire mon paquet du jeu, donc il y a de moins en moins de paquets. Dès que presque tout le monde a terminé, ça dépend du nombre de joueurs et joueuses, la partie est terminée même, et on compte les points. Les points, c'est simplement les cartes qu'on a récupérées, elles ont une petite valeur. Il y a quelques petites variantes qui peuvent un peu complexifier le jeu. On peut être un peu plus en interaction avec ses voisins de gauche et droite, il peut se passer un peu des petites choses, mais globalement c'est tout, et c'est vraiment extra quoi, en termes d'ambiance, il se passe un truc, tu cries, tout le monde crie, moi ça m'excite beaucoup, je vais vraiment passer du temps à être extrêmement vulgaire parce qu'il me faut un paquet au milieu de la table, et je vais mettre ma main au milieu de la table en insultant tous les joueurs et les joueuses autour de la table pour avoir très très vite un paquet pour récupérer une carte. Vraiment, il y a un truc un peu magique là encore qui se passe, je trouve. Mais malgré tout, quand tu poses la boîte sur une table, quand tu le présentes à des gens, et je suis certain que là il y a des gens qui m'écoutent qui me disent « Oh là là, ça a l'air nul, j'ai pas envie d'y jouer ». Vraiment, trouvez-le quand il sera soldé pas cher dans votre boutique locale, ou achetez-le, ça va coûter 15 balles maximum. Faites une partie pour voir, vraiment moi c'est un jeu qui m'amuse énormément quoi. Et puis si, après l'avoir acheté, il l'aime pas, vous pouvez écrire à Théo Rivière, il va vous rembourser, personnellement. je le rachète d'occasion et je l'offrirai à des copains quoi. Non, mais en tout cas, moi, je viens de cliquer wishlist directement pendant que tu parlais. C'est à fond le genre de jeu que j'aime. Moi, j'aime bien les trucs où tu réfléchis pas trop. Justement, peut-être parce que quand il faut réfléchir, je perds, mais voilà. Donc, moi, mon numéro 5, c'est donc de ma version de cette liste, qui est de jeux que je n'ai pas du tout envie de jouer, mais que je sais que je devrais. Je triche un peu, j'en mets 2 en même temps, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est 2 jeux que j'ai eu achetés en seconde main, et puis que j'ai jamais joué, et puis que j'ai fini par vendre. Donc, ils ont été dans ma ludothèque pendant longtemps, puis qu'à chaque fois que je les regardais, je me disais, pas envie. Le premier, c'est Agricola, qui est un peu un classique du placement d'ouvriers, mais j'ai l'impression que, puis peut-être que, je suis sûr que toi tu le connais, puis que tu vas me dire que j'ai tort, mais j'ai l'impression que le jeu a été un peu dépassé par ce qui est sorti après. Et puis, pourtant, moi qui est assez fan de la thématique animale, petite ferme, j'ai aucun problème avec ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu de la peine à sortir cette boîte-là, lire les règles, puis vraiment m'y mettre. Et puis, je l'avais déjà acheté pour pas cher, puis j'ai réussi à le vendre pour le même prix. Donc, je me dis, écoute, ça faisait 1 année qu'il était dans ma ludothèque, il est parti. Mais c'est vrai que je me dis tout le temps, quand je vois les gens en parler, je me dis, j'aurais quand même dû faire une partie. Donc, ça, c'est le premier. Et puis, le deuxième, c'est un jeu, ça, c'est encore pire, parce que je l'avais posé sur ma table, j'avais lu les règles, et puis finalement, j'ai été interrompu. Il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, j'ai dû le ranger. C'était Horreur à Arkham. Donc, le fameux jeu de Living Card Game. Puis ça, c'est un de ces jeux-là, j'en parle souvent dans le podcast. Moi, ce que j'ai de la peine, des fois, c'est des jeux qui demandent énormément d'investissement. Puis je pense que ça, c'en est un. C'en est un qu'il faut vraiment que tu t'y mettes, que tu achètes les extensions et tout. Puis donc ça, j'ai plutôt opté à ne pas y jouer. Mais je sais que c'est un peu 2 classiques dans leur propre genre de jeu. Puis c'est pour ça que je dis que je devrais y avoir joué. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ces 2 choix-là? Alors c'est un peu un aveu qu'il faut pas faire, mais j'ai pas joué à Agricola non plus dans la vie. Et j'ai voilà. une anecdote sur ça. C'est à l'époque où on commençait justement à jouer avec ma bande de potes, on était encore étudiants et étudiantes. Et donc je l'ai ramené de la ludothèque de la Zone Magic où j'étais, où il y avait quelques jeux. Et je leur ai dit, on peut jouer à ça, autrement il paraît que c'est bien. Attendez, je lis le pitch. Après la grande crise de la peste, on joue des fermiers dans des fermes et on va élever des cochons et des moutons. Et mes potes ils m'ont regardé, ils m'ont fait, vas-y, on joue pas à ça a l'air chiant en fait. Quoi. Et vraiment, j'ai été à la fois un peu vexé de ça va, on m'a dit que c'était bien, là je voulais jouer quoi. Ouais. Et à la fois un peu genre, c'est vrai que ça me donne moins envie que de jouer des aventuriers qui vont vivre des aventures. On l'a rangé et puis j'ai jamais eu l'occasion d'y rejouer quoi. Donc pareil, il faudrait que je fasse une partie d'Agricola. J'ai beaucoup joué à la version 2 joueurs Agricola Terre d'élevage que j'aime beaucoup pour le coup, mais qui est plus légère. Ouais. Donc ça veut dire que tu me rejoins sur le fait qu'il rentre bien dans cette liste de jeux qu'on n'a pas envie de jouer mais qu'on devrait.
Je crois, ouais. Voilà. Et Horror Arkham, le JCE, moi, rentre dans ma liste personnelle des jeux que j'avais vraiment envie d'aimer et que j'ai pas aimé du tout. Ah, alors je manque rien pour le moment. Bah, je crois que si, parce que je pense que c'est moi, tellement tout le monde adore Horror Arkham, le JCE, mais tu vois, moi, j'avais grave envie d'aimer ce jeu. J'ai fait une première partie à 4 en week-end jeu, j'ai trouvé ça pas bien, ça m'a pas plu. On m'a dit, ah non, mais à 4 c'est nul, vas-y, faut jouer à 2. J'ai acheté une boîte, on a rejoué à 2 avec Elodie, ma copine. Je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'y rejouer, quoi. Et tu vois, il est toujours dans ma bibliothèque, là, je le vois quand je me tourne. Et je me dis, faudrait que je le revende, mais en même temps, j'aimerais bien lui laisser une 3e chance, tellement tout le monde dit que c'est génial. Et mais je crois que après, moi, j'ai envie de dire, si un jeu prend 3 chances, c'est que c'est pas pour toi, non? Oui, je crois que c'est pas pour moi. Mais c'est tellement, tu vois, c'est un jeu de cartes, j'adore les jeux de cartes, j'adore la thématique, je trouve ça plutôt beau, il y a plein de trucs qui me donnent envie. Mais ouais, non, je crois que c'est pas pour moi. Alors, c'est bon. Je suis content que tu sois d'accord avec moi parce que mon prochain choix, je pense que tu vas arracher tes cheveux roses. J'ai hâte de l'entendre. Donc, ton numéro 4... c'est un jeu à identité secrète que plusieurs personnes, je pense, n'ont pas envie de jouer à cause de sa thématique. Et peut-être que vous le devinez déjà, alors que pour moi, c'est le meilleur jeu à identité secrète du marché à l'heure actuelle. C'est Secret Hitler. Ouais. Alors, j'ai le nom des auteurs sous les yeux, je vais le lire parce que je les connais pas par cœur. C'est Mike Boxleiter, Tommy Marange et Max Temkin. C'est édité par eux-mêmes, je crois, au départ en tout cas. Puisque ça a été crowdfundé. Secret Hitler, c'est un jeu qui fait un peu peur parce que y a Hitler dans le titre et donc clairement on se dit ça va pas être un jeu intéressant et ça donne l'impression d'être un jeu un peu edgy sur le thème de la Seconde Guerre mondiale pour avoir un thème qui fait un peu mature et qui donne ce sentiment de vas-y, on fait un truc un peu vulgaire et gratos. Je trouve que c'est à la fois une merveille en termes de game design. Je vais pas expliquer les règles parce qu'elles sont un peu plus complexes à pitcher que celles de loading, mais c'est vraiment un jeu qui crée, je trouve, une ambiance autour de la table et qui a beaucoup de qualités mécaniques. Et c'est à la fois un jeu qui, je trouve, politiquement est en fait extrêmement engagé sur une logique antifasciste et sur une logique vraiment de questionner ce qui s'est passé et d'avoir un regard sur l'histoire que je trouve, à mon niveau bien sûr, je suis pas historien, mais plutôt pertinent et plutôt intéressant. Plutôt que c'est pas un jeu où on s'amuse à se dire regardez, on est nazi, c'est rigolo. Vraiment, ça peut un peu se passer pendant une partie de Secret Hitler, on va pas se mentir, mais c'est pas le propos. En tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était pas ça. Alors que je trouve que c'est un jeu vachement intéressant sur ce côté de ok, je joue quelqu'un qui est libéral dans le jeu et je vais pourtant passer des lois fascistes parce que ça va arranger le bien commun, ça va débloquer un pouvoir. Où je vais me retrouver à être en train de questionner des gens et à être pas d'accord avec des gens alors que je devrais être d'accord avec eux parce qu'on est dans le même camp mais on peut pas vraiment le dire. Vraiment, je trouve que c'est un jeu qui politiquement a quelque chose de pertinent et d'intéressant et qui mécaniquement est un jeu qui me plaît beaucoup et auquel j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer, quoi. Ouais. Moi, c'en est un que moi je fais à l'école avec des élèves, mais du coup j'ai changé j'ai trouvé sur internet une version Secret Voldemort, donc dans l'univers de Harry Potter. Donc là, c'est sûr qu'on parle le côté politique que tu viens de dire, mais ça passe mieux. Donc je vais pas me faire renvoyer de jouer un jeu d'éclair avec des élèves. Mieux. Mais je sais pas, j'imagine que tu connais aussi Resistance Avalon. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que moi je retrouve un peu les mêmes. Tu sais, je me dis si quelqu'un a vraiment peur du côté Hitler, je retrouve un peu les mêmes sensations. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Moi, les deux, c'est un peu à égalité pour mes jeux préférés d'identité cachée. Ouais, les deux fonctionnent très bien. J'aime beaucoup aussi Résistance. Je crois que parce que Secret Hitler propose en plus une édition assez luxueuse, je trouve, avec les beaux plateaux, les bonnes tuiles. Ça rajoute, il y a beaucoup de cérémonial, ça rajoute pas mal à mon plaisir de jeu. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, moi je me suis retrouvé notamment, j'ai un souvenir chez mes parents, où je suis arrivé avec ma boîte et leur dire « Oh, faut qu'on joue à ça, c'est merveilleux ». Et vraiment, ils m'ont regardé genre « Non, en fait, c'est hors de question, quoi. C'est pas possible, on veut pas jouer à ça, il y a pas de débat, quoi. » Et je comprends que des gens puissent avoir cette réaction-là, et j'ai vraiment aucun jugement sur ça. Si jamais vous l'avez téléchargé, effectivement, Secret Dumbledore, où il y a un Secret Palpatine qui tourne, il y a plein de versions. Prenez la version qui vous plaît, rien que pour découvrir le plaisir ludique, parce que le jeu est vraiment très chouette. La mécanique est chouette, ouais, c'est vrai. Mon numéro 4 de jeu que j'ai aucune envie de jouer, mais que je sais que je devrais, c'est Magic. C'est de loin le jeu, tu sais, je sais, le nombre de gens, t'es vraiment pas le premier à parler du fait que qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le monde du jeu, c'est Magic, et tout le monde le dit, mais moi, ça me dit absolument rien, ce jeu-là, et puis je pense que j'ai l'impression d'avoir manqué le bateau, tu sais, si maintenant je me mets à Magic, j'ai l'impression que d'aller voir mes potes, puis être genre, hey, est-ce que vous connaissez Magic, c'est trop bien, ils vont me regarder de travers, donc ça m'intéresse pas, puis je sais que c'est quelque chose que si
par malheur, j'aime ce jeu, ça va me coûter une fortune. Donc, j'ai surtout pas envie. Donc ça, c'est... Je vais pas prendre le temps de vous expliquer ce que c'est Magic, hein. Tout le monde connaît ce que c'est. Mais ça, c'est pourquoi je le mets en numéro 4 de jeux que j'aurais aucune envie de jouer. La raison pourquoi je l'ai pas mis en numéro 1, c'est que je sens que celui-là, je suis sûr que j'aimerais ça. Je suis sûr que j'aimerais ça. Le plus proche que j'ai eu d'avoir un jeu dans ce style-là, c'est un jeu qui s'appelait Marvel Dice Masters. Puis c'était cette idée que tu collectionnes ces cartes, puis à la place de jouer avec des cartes, tu joues avec des dés. Donc tu avais un peu plus de hasard. Mais moi, j'ai mis une fortune dans ce jeu-là parce que tu achètes toujours le petit pack en plus, puis le petit ci. Puis... Donc j'essaie de vraiment faire attention maintenant à des jeux à collectionner ou dans ce genre-là parce que mon portefeuille, il m'en supplie. Ouais, non, ça a du sens. Hein. Et effectivement, tu parlais du fait que Horror Arkham, t'avais peur du fait que ça demande une trop grande implication. Bah, Magic, c'est 100 fois pire, quoi. C'est encore pire, ouais. Moi, les moments où j'ai adoré Magic, c'est le moment où 2 fois par semaine, on se retrouvait avec des potes pour tester, on faisait un tournoi tous les vendredis soirs et tous les dimanches. Et là, vraiment, j'avais le full plaisir de Magic et il y avait vraiment ce truc on était à fond dedans et c'était génial. Est-ce que tu rejoues encore maintenant ou... Ouais, ponctuellement. Il y a un format de Magic qui est très chouette, qui est le draft, où il suffit d'acheter une boîte de boosters, on ouvre les cartes, on joue avec et c'est parti. Et ponctuellement, on en organise un peu. On en a fait un à Cannes, on en fait un souvent à SN. On essaye de prendre le temps de jouer. Et c'est toujours aussi plaisant. C'est un peu moins le pied que ça l'était à l'époque, mais c'est toujours très chouette. Après, c'est pas pour te faire tomber du côté obscur, mais je crois que c'est toujours un peu le bon moment pour commencer Magic, par contre. Il y a toujours des nouvelles extensions, des nouveaux trucs, c'est toujours très chouette. Mais effectivement, ça demande cette implication. Le petit diable sur mon épaule. Ça demande cette implication-là, et je sais que moi, j'ai pas commencé d'autres jeux de cartes à collectionner. Je pense dernièrement, il y a Flesh and Blood, qui a pas mal fait parler de lui, qui a l'air vraiment super. Bah, j'ai décidé vraiment sciemment de ne pas m'y intéresser et de ne pas acheter de cartes. Parce que je sais que si je tombe dedans, bah, j'aurai envie d'acheter toutes les cartes, d'avoir la collecte, de ranger ça prendra une place folle. Et au-delà de l'aspect financier qui est important, mais Magic est un jeu qui, quand je jouais beaucoup, ça se cyclait assez bien. Tu vois, j'étais étudiant, on n'avait pas une thune, mais on revendait un peu les grosses cartes qu'on récupérait pour en acheter des plus petites, et au fur et à mesure, on avait une belle collection en ayant dépensé pas beaucoup d'argent au global, je pense. Par contre, ça demande un temps qui est phénoménal, quoi. Tu vois, faut regarder un peu ce qui sort, faut lire un peu des articles, faut regarder des vidéos, se pencher dessus. Et là où aujourd'hui, maintenant que je suis un adulte, je pense que je pourrais plus facilement me dire je mets un peu de sous dans Magic sans que ça fasse un trou dans mon budget. Par contre, jamais je pourrais prendre les 3-4 heures par jour que j'accordais à Magic à cette époque-là, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ton numéro 3 à toi. Mon numéro 3, il est un peu tronqué parce que j'ai l'impression que le jeu a bien pesé depuis et que les gens se sont penchés dessus, mais à un moment, il a quand même fait un flop. C'est un de mes jeux préférés de ces 5 dernières années, c'est Fantasy Realms de Bruce Glasgow. Oui, que j'ai juste derrière moi. Qui est arrivé en français chez Don't Panic Games après être arrivé chez Asmodée, mais qui est sorti chez WizKids au départ. Moi, c'est un jeu que j'aime d'un amour incommensurable. Vraiment, j'y ai joué plus de 300 fois pour de vrai parce que je fais les stats. Donc je sais que j'ai fait plus de 300 parties. C'est un jeu auquel j'ai tout le temps envie de jouer. Il est vraiment dans cette logique de... Avec Elodie, souvent, on se dit... Il est un peu tard, on a un peu envie d'aller se pioter. Oh, on ferait pas un petit jeu avant d'aller se coucher? Ouais, j'ai un peu la flemme. Bon, on fait un Fantasy Realms. Ouais, on fait un Fantasy Realms et on se retrouve à y jouer, quoi. Donc il se joue bien à deux. Ouais, il se joue vraiment bien à deux. Il se joue même vraiment infiniment mieux à deux, je trouve. Et c'est un jeu qui me pose un problème dans l'absolu, c'est que il y a une variante 2 joueurs et joueuses qui est officielle, qui est dans la règle, qui a été imaginée par l'auteur, j'imagine, que je trouve meilleure que le jeu à plus. Et même dernièrement, on s'est retrouvé à jouer à 3-4 avec la variante 2 joueurs parce qu'on l'a trouvé meilleure. Et donc vraiment, j'ai l'impression que ça aurait dû être ça le jeu pour que ça me plaise vraiment au maximum du maximum. Pourquoi est-ce que vous pourriez ne pas avoir envie d'y jouer? Parce que vraiment, c'est, je trouve, d'une laideur absolue. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à défendre un peu les illustrations en disant c'est un côté un peu old school, c'est pas mal. Vraiment, moi, ça me met mal que de regarder ces cartes. Je les trouve vraiment pas très jolies. Et pas très jolies, pas parce qu'il y a un style graphique. Régulièrement, elles sont un peu ratées. Celle auquel je pense le plus, c'est la carte des chevaliers. Qui est une carte où c'est, en plus d'avoir un truc sexiste un peu dégueulasse, l'illustration est pas terrible puisque c'est 3 chevalières, alors qui sont des bimbos avec une forte poitrine dans une armure qui met en avant un peu leur décolleté. Et c'est vraiment, il y a 3 chevalières sur l'illustration et c'est 3 fois la même image qui a été copiée-collée, juste mis en miroir, et ils ont changé la couleur de leurs cheveux, comme ça il y a une blonde, une brune et une rousse. Donc vraiment, c'est, en plus d'être pas très joli, je trouve ça plutôt de mauvais goût. Mais moi c'est drôle parce que moi je l'ai puis j'ai jamais joué d'ailleurs, donc ça veut dire qu'il faudrait que je m'y mette. Il est sur ma pile de la honte. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi dans la boîte c'est vide de chez vide et puis il y a une mini boîte dedans? Est-ce que il y a des packs d'extensions ou ils ont merdé? Il s'est passé quoi? Il y a une extension qui est sortie depuis
mais qui prend pas beaucoup de place. Je sais pas. Moi, j'ai la version américaine. Je l'avais achetée à la sortie et elle est un peu plus petite, mais elle est toujours beaucoup trop grande. Parce qu'au final, je pourrais le garder dans le paquet de cartes comme ça. Là. Ouais, ça suffirait. Mais tu verras que t'as envie d'avoir le truc pour compter les points, parce que compter les points, c'est un peu relou. Ok. C'est l'autre problème de ce jeu, c'est que t'as l'impression que le scoring est ultra complexe et il est un peu trop complexe. Vous verrez après un certain nombre de parties, on peut y jouer vraiment très facilement, mais dans l'absolu. Ouais, c'est vraiment un... Ouais, je sais pas, c'est un jeu qui a changé un peu ma manière de jouer, qui a changé un peu ma manière de voir les jeux et de voir le game design, auquel j'ai tout le temps envie de jouer. Mais vraiment, si on m'avait pas dit joue à ça, c'est bien, j'y aurais pas joué, c'est sûr et certain. Puis est-ce que j'imagine que tu as aussi essayé Red Rising, qui est basé sur la mécanique, puis pourtant qui est là, on est dans le contraire, les illustrations et tout sont aussi derrière moi, il y a juste là. Oui. Puis qu'est-ce que t'en penses quand on compare les deux? J'ai fait qu'une seule partie, donc j'ai du mal à bien me projeter. À l'époque, j'ai plutôt bien aimé cette partie, mais le jeu était en rupture, donc j'ai pas pu l'acheter directement. Ouais. J'aime bien Fantasy Realms pour sa simplicité et son côté il y a un moment où moi il est tout le temps dans mon sac. Quand on part en voyage avec Elodie, on a joué littéralement dans plusieurs pays du monde à Fantasy Realms. Et vraiment, je l'aime pour ce côté de c'est 10 minutes et c'est parti. Ce qu'il n'y a pas dans Red Rising parce que c'est un jeu plus ambitieux. J'ai plutôt aimé ma partie de Red Rising. Il y a des petits points qui m'ont un peu chafouiné d'ergonomie, de lecture et puis un tout petit peu de game design. Mais j'ai envie d'y rejouer en tout cas. J'aurais envie de redonner une partie pour voir si ça me plaît. Mais je pense que je pourrais dans tous les cas pas les comparer. Parce qu'au-delà de la mécanique, c'est vraiment la typologie de jeu qui me plaît dans Fantasy Realms, qui est vraiment fondamentalement différente dans Red Rising. Ouais. Ok, parce que moi je t'avoue que dans ma tête, quand j'ai vu dans les règles, Red Rising est basé sur Fantasy Realms, j'avais joué à Red Rising, que j'ai aimé mais sans plus, et puis les dessins sont incroyables, donc quand je vois le truc en plus moche, je me dis, je vais pas jouer à ça. Mais c'est vrai que t'es pas le premier qui me dit que Fantasy Realms est incroyable, donc je vais pas le vendre et puis je vais y jouer. Essaye la version 2 joueurs jouer si t'as l'occasion. Vraiment, moi je la trouve. Au lieu d'avoir une main et de devoir t'adapter, tu construis ta main dans un premier temps et après tu t'adaptes dans un second. Donc il y a un petit peu plus de contrôle, un peu plus de. Ça fait des plus belles mains et je trouve ça plus agréable en termes de tempo. Mais pour l'apprendre, est-ce que c'est quand même mieux de prendre les règles de base et puis après, ou c'est la même chose? Non, ça marche. Les deux ont à peu près le même feeling et la variante est vraiment assez légère dans ce qu'elle raconte. Donc tu peux y aller, je pense. Mon numéro 3, c'est un peu d'actualité parce que je viens juste de finir la série Obi-Wan. C'est Star Wars Rebellion. Donc, dans les jeux que je sais que je devrais jouer, même si je suis pas du tout fan de Star Wars, ça m'arrive de... Tu vois, pourtant, je dis que j'ai regardé la série, mais mon frère est fan fini. Il a le casque chez lui. Il porte ça quand il regarde la série, tu vois, le genre... Mais donc j'essaie d'un peu toujours être à jour sur ce qui se passe là-dedans. Et puis c'est souvent, je le vois surtout dans les listes américaines. Moi j'écoute beaucoup mon contenu en anglais. On en parle souvent comme un des meilleurs jeux 2 joueurs. C'est vraiment le must dans cette idée de construire une genre de narrative qui est basée sur une histoire qu'on connaît déjà, l'histoire de la première trilogie. Et puis donc d'avoir vraiment 2 pouvoirs asymétriques qui s'affrontent. Mais moi j'ai de plus en plus de peine à sortir des gros jeux comme ça. Donc c'est vrai que c'est un de ces jeux où je me dis, je suis sûr que si j'avais quelqu'un méga motivé devant moi qui m'explique les règles et tout, on prend vraiment le temps d'y jouer, je suis sûr que j'adorerais. Mais c'est pas moi qui va être la personne qui va expliquer les règles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi qui va aller acheter la boîte, c'est pas moi qui va la chercher. Donc c'est un jeu que je pense que ça va finir que je vais jamais y jouer, mais je suis sûr qu'il vaut la peine. Voilà. Ouais, moi il est dans cette typologie de j'ai fait 2 parties, dont une je l'ai acheté, j'ai joué avec Elodie, on a trouvé ça super, et puis jamais on y rejoue en fait. Parce que t'as tout à fait raison, il faut que, tu vois, on a une grande table qui est la table où on joue, mais aussi qui est la table où on bouffe, et qui est fondamentalement la table où j'accumule du bazar quand je découpe des protos. Donc il faut, si jamais on joue, que je me dise d'abord, ok, je dois ranger cette table à la perfection pour que j'ai toute la place. Ouais. Ensuite, il faut qu'on installe le jeu, que je révise les règles, parce qu'on n'y a pas joué depuis 2 ans, donc j'ai un peu oublié, et c'est des grosses règles. Puis qu'on s'installe, et on sait qu'on va jouer 3-4 heures, donc ça va nous prendre une demi-journée de jouer. Et ça va être une demi-journée géniale. Mais en fait, c'est dur de consacrer une demi-journée entière à jouer à un seul jeu. Ouais. C'est clair. Et donc on l'a pas ressorti depuis. Tout comme dans la série, moi j'aime beaucoup Star Wars The Queen's Gambit, qui est un vieux jeu à Avalon Hill, qui a un peu qui a assez de similitude, je trouve, ça prend de la place, c'est une très belle expérience de jeu, mais c'est un tout petit peu too much pour qu'on puisse jouer facilement. Ouais. Je me dis que c'est mon jeu pour ma retraite, tu vois, le jour où j'aurai plus de responsabilités, que je pourrai passer mes journées à jouer entièrement. J'espère que je serai pas trop vieux, je sortirai Star Wars Rebellion et on jouera tous les jours, quoi.
Queen's Gambit, c'est celui qui a ce genre de 3 étages. Tout à fait, ouais. Hein? On en avait parlé dans le podcast une fois parce qu'apparemment, c'est un des jeux les plus difficiles à trouver maintenant. C'est trouver une boîte de ça, faut y aller. C'est très chiant. Moi, je l'ai payé un peu trop cher dans l'absolu. C'était l'époque où j'étais employé, j'avais un salaire, donc je me suis dit, allez, c'est parti, je craque. Ouais. Et je sais que je peux le revendre au besoin, mais c'est vraiment un exceptionnel jeu avec une très belle expérience de jeu et plein de très bonnes idées. Si jamais t'as envie de jouer à un truc qui est assez similaire, il y a Hasbro qui a sorti Star Wars Risk Black Edition. Donc il y a plein de Star Wars, il y a plusieurs Risk Star Wars. C'est vraiment l'édition noire, là, la Black Edition qui est sortie. C'est Star Wars The Queen's Gambit en 45 minutes au lieu de 3 heures, avec globalement les mêmes logiques de jeu. C'est tout aussi plaisant, ça a pas ce côté monumental, hein, mais c'est tout aussi agréable. C'est un bon moyen de découvrir Queen's Gambit sans avoir à vendre votre main pour pouvoir l'acheter, quoi. Fait que si jamais ta maison brûle, tu sais qu'il faut que tu prennes Queen's Gambit, comme ça tu peux racheter une autre maison à côté. Je sais en tout cas que ça doit être le jeu le plus cher de ma collection, pour le coup. Ouais. Alright, bah ton numéro 2? Mon numéro 2, c'est un jeu japonais de Jun Sasaki, édité par Home Games, qui s'appelle A Fake Artist Goes to New York. Qui est une... Ah, t'aimes pas non plus, quoi? C'est fou. J'ai fait une partie de ce jeu-là, et puis j'ai détesté. Oh, j'aime tellement ce jeu, c'est une toute petite boîte du coup dans leur collection de Home Games qui est vraiment des minuscules boîtes un peu chères. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas envie d'y jouer? Au-delà parce que t'as détesté, parce que c'est un jeu de dessin et les jeux de dessin, les jeux de dessin aussi d'ailleurs, mais les jeux de dessin généralement les gens ont pas trop envie. Tu dis j'ai ramené un jeu, cool, c'est un jeu de dessin. Oh. Ouais. Et c'est aussi un jeu à identité secrète, ce qui peut bloquer aussi certains joueurs et joueuses. L'idée de A Fake Artist que je trouve assez merveilleuse, c'est que tout le monde autour de la table, sauf une personne, qui est le traître, le fake artiste, va savoir ce qu'il dessine. Donc au début, il y a un maître des questions qui va distribuer, tout le monde dessine un lion, puis il y a quelqu'un qui reçoit une petite ardoise sur laquelle il y a écrit rien. Et donc, moi, je sais pas ce qu'on doit dessiner. Puis chacun son tour, sur un même papier, on va faire un seul trait pour faire ce dessin. Attention, on peut faire un trait de la longueur qu'on veut, mais juste, dès qu'on lève le stylo, c'est la fin, on passe à la personne d'après. On va faire des tours de table, comme ça, 2 fois. Et à la fin, on va essayer de découvrir qui ne savait pas ce qu'on était en train de dessiner. Vous allez me dire, c'est super facile, il suffit de dessiner n'importe quoi, et puis moi je sais, suffit de dessiner super bien, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui va faire n'importe quoi au début, on va se dire, ok, c'est lui qui ne sait pas. Mais non, parce qu'il y a un twist qui est merveilleux, c'est une fois qu'on a pointé le traître, si jamais on l'a trouvé, le traître a une possibilité de dire, ah non, mais en fait, je sais ce qu'on dessinait, c'était un lion, et si jamais il a gagné également. Donc il faut à la fois réussir à faire un dessin qui nous permet de confirmer que nous on sait qu'on dessine un lion et que tout le monde autour de la table se dire ok, t'es pas le traître, c'est calé, tout va bien, et à la fois que ça soit pas trop évident parce que autrement le traître il va caler le dessin et on va perdre quand même. Et donc on se retrouve à faire des dessins qui sont complètement délirants, qui sont vraiment ça fait une espèce d'art contemporain moderne, complètement fou avec des dessins qui partent dans tous les sens, et pourtant des fois tu vois quelqu'un qui fait un espèce de trait avec une boucle qui a aucun sens et tout le monde le regarde genre ouais ok, c'est bon, toi c'est bon, on a confirmé que tu savais ce qu'on dessinait, on passe à la personne suivante. Ouais. Et donc il se passe vraiment des trucs assez magnifiques. Mais je suis curieux de voir pourquoi ta partie s'est pas bien passée. Écoute, moi j'ai le même problème avec ce jeu-là que avec Detective Club, qui est aussi un jeu que beaucoup de gens m'ont vendu, il est trop bien. Et puis vraiment j'ai l'impression que dans toutes les parties que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs de Detective Club, je dois avoir joué 3 fois, puis Fake Artist, j'ai joué que 2 je crois, mais à chaque fois on trouvait facilement c'était qui. Puis j'avoue, là ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fake Artist, mais je me souvenais plus qu'il y avait ce truc où si c'était trop facile, ils pouvaient dire mais vous avez dessiné un lion. Donc ça, peut-être que je me dis qu'on a oublié de mettre ça dans les règles, c'est peut-être pour ça que c'était nul. Non mais, je sais pas, j'ai de la peine des fois avec ces jeux, puis c'est peut-être aussi une question du groupe avec qui tu le fais, ça je suis très conscient, que peut-être que c'était des gens qui sont pas un peu, tu sais que si trop facilement par exemple ils dessinent un lion, je sais pas, il faut que tu aies un petit côté d'imagination, en tout cas avec Detective Club, c'était pareil, il faut que tu aies quelqu'un qui sort un peu de son élément. En tout cas, je sais pas, moi j'ai vraiment eu des expériences qui sont juste tombées à plat. Puis j'avoue que Fake Artist, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que, comme tu dis, c'est des petits jeux qui, pourtant, tu te dis ça devrait ne pas coûter cher, mais tu payes, en tout cas en Suisse, j'avais payé, je pense, 30 francs pour ce jeu, puis tu sais, t'arrives avec un truc, puis tu le mets autour de la table, puis personne accroche. En fait, j'ai vraiment senti qu'on m'avait vendu quelque chose qui n'était pas... Pourtant, t'es pas le premier à en parler, hein, dans les listes de meilleurs jeux d'ambiance de groupe, il sort souvent. Donc je pense vraiment que c'est moi qui ai passé à côté de mes parties, puis que ça m'a frustré. Donc voilà. Mais je peux comprendre, tu vois, moi j'aime aussi beaucoup dans la même collection, et je crois par le même auteur, Insider. Insider, ouais. Celui-là, je l'avais aussi, puis je le préférais de loin. Et j'ai fait des parties
pareil, superbe. Et il y a pas longtemps, au week-end jeu, on a fait des parties vraiment nulles parce que le groupe avait pas spécialement envie que ça marche. Tu vois, et ça arrive. Moi, j'ai eu ça il y a pas longtemps avec Modi qui arrive chez Cocktail Games là. Et on a joué et ça a vraiment pas marché. Mais je crois que c'était plus de notre faute que de la faute du jeu. Tu vois, on voulait plus ou moins directement que ça marche pas. Tu vois, que ça fonctionne pas. Et donc on n'a pas joué le jeu du jeu complètement. Le jeu nous a peut-être pas assez pris par la main aussi, mais un peu parce qu'on a fait nos têtus et un peu nos débiles, quoi. Le jeu a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner, et donc on a trouvé ça pas terrible, quoi. C'est un peu le problème avec les jeux d'ambiance, je veux dire, si il y a le mot ambiance dans le titre, mais je veux dire, moi je parle souvent contre le loup-garou parce que j'en ai beaucoup trop fait dans ma vie puis je veux plus le voir ce jeu, mais reste que j'ai eu des parties de loup-garou qui ont été incroyables parce que tout le monde se prêtait au jeu, t'as un narrateur qui fait vraiment le boulot, donc c'est vrai que les jeux d'ambiance des fois, moi je dis souvent que c'est une question du groupe avec lequel tu joues. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'en parle à tous les podcasts, mais c'est pour ça que Top 10 ça devient un de mes jeux préférés parce que j'ai l'impression qu'avec peu importe le groupe avec qui je le fais, on accroche, que ce soit des gens qui sont un peu introvertis ou quoi que ce soit, ça marche tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pas facile de créer un bon jeu d'ambiance, je pense. Non, clairement, c'est difficile sur ce que t'évoques de réussir à accrocher tout le monde. C'est souvent complexe parce qu'il y a des gens qui voudront moins s'impliquer. Et après, si vous jouez à un jeu d'ambiance, ayez envie de vous amuser, autrement ça marchera pas, c'est sûr. C'est sûr que tu peux pas écrire, l'éditeur peut pas être sur la boîte. Il faut être intéressant pour jouer à ce jeu. Clairement. Amusez-vous s'il vous plaît, bonne journée. Bon, alors on va arriver... non, mais je vais faire mon numéro 2 déjà. Je reste dans la même optique que mon dernier, donc Star Wars Rebellion. Encore une fois, si j'aime pas les jeux qui sont longs, Twilight Imperium, c'est sûr que en termes de jeux longs, que c'est un peu la référence. C'est sûr que tout le monde en parle tout le temps de ce Twilight Imperium. J'aimerais bien une fois dans ma vie faire une partie, mais je sais que ça va pas nécessairement être mon genre de truc. Déjà parce que la thématique, je suis pas quelqu'un qui est méga fan de ces trucs dans l'espace. Mais en plus de ça... Moi, la plus longue partie que j'ai faite de ma vie, c'était un Game of Thrones Second Edition. On a fait ça, je pense, pendant 6 heures. C'était comme une journée de boulot, tout le monde à la fin était crevé. Je dis pas que j'ai détesté ça, mais c'est pas quelque chose que j'arrive à caser facilement dans mon agenda. Donc encore moins un Twilight Imperium. Et puis j'avoue que si je joue à ce jeu, il faut que ce soit avec des gens qui connaissent. Puis comme ça, on peut juste enchaîner les tours. Mais je pense que il y a des bonnes chances que je vais finir ma vie sans avoir fait une partie de Twilight Imperium. Ouais, j'ai exactement le même rapport à ce jeu. Je sais que c'est un peu un classique, il faudrait que j'y joue un jour. Faut vraiment trouver l'occasion d'y jouer. Moi, ces occasions-là, c'est souvent les week-end jeux. Donc je me dis un jour, il y a quelqu'un qui va dire vas-y, on en fait un. Et je vais me dire allez, c'est parti. J'embarque pour voir. Mais il y a toujours ce truc il y a tellement de jeux que moi, je suis souvent bloqué par un truc qui est tout bête. Mais je préfère découvrir 6 jeux en une après-midi et me dire j'ai joué à 6 nouveaux jeux, j'en ai découvert, qu'un gros truc et me dire j'ai joué que à ça, quoi. Ouais, moi j'ai aussi de plus en plus ce problème-là. Je préfère faire, surtout quand tu dis avec des soirées jeux ou des week-end jeux, dire j'en fais 4-5 qui sont vraiment cool que d'en faire un qui est, potentiellement mieux que les autres, mais après, à combien de fois on va les ressortir ces gros jeux? C'est toujours ça le problème. Je suis d'accord. Ton numéro 1, donc je rappelle, jeu que tout le monde devrait jouer, mais qu'on a en généralement pas envie. J'ai pris un jeu vraiment le plus obscur possible, en me disant que je pense que personne qui écoute ce podcast y a joué, sauf si Ludovic Maublanc attrape son casque pour écouter ce podcast, parce que j'y reviendrai, mais j'ai une petite histoire avec lui, même si je le ramène souvent en week-end jeu, je fais jouer. Pourquoi est-ce que vous auriez pas joué? Parce que c'est un jeu pour enfants, édité par Rabat, et donc ça a l'air d'être un jeu pour les enfants, alors que ça marche très très bien entre adultes. Pourquoi? Parce que le nom du jeu est un peu nul, et que la thématique, tout comme la couverture, donne pas du tout envie. C'est un jeu de Heinz Meister qui s'appelle Cochon Rapido, chez Abba. En allemand, c'est Ich glaube meine Schweinepfeife. Je siffle mon petit cochon. Je sais pas. Je suis pas très bon en allemand, mais je me projette. C'est un jeu de course et de bluff sur un principe qui est tout bête. Mais qui je trouve marche très très bien. Après je t'expliquerai comment je l'ai découvert, parce qu'il y a une petite histoire un peu rigolote. L'idée c'est que le but c'est d'être le premier de faire X tours de piste. À chaque tour de piste on gagne une pomme, et le premier qui a gagné suffisamment de pommes gagne la partie. Quand c'est à moi de jouer, j'ai un set de 6 tuiles numérotées de 1 à 6. J'en choisis une que je mets face cachée, et le joueur à ma gauche doit deviner quelle tuile j'ai mis. Si jamais il se trompe, j'ai mis ma tuile 4, tu dis 5, je révèle cette tuile et j'avance d'autant de cases que la tuile en question. J'ai dit 4, enfin j'ai mis une tuile 4, t'as dit 5, bah non c'était la tuile 4, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Avec une petite subtilité qui est vraiment importante, c'est si avec mon déplacement, j'arrive sur la case d'une autre personne, je rebondis d'autant. Donc je fais 1, 2, 3, 4, j'arrive sur ta case, 1, 2, 3, 4, je réavance de 4, donc c'est parti.
Une fois qu'on a fait ça, j'ai le choix. Soit je m'arrête là, soit je peux choisir une nouvelle carte. Mais cette fois-ci, tu sais que dans les cartes qui me restent en main, c'est 1, 2, 3, 5, 6. Donc j'ai une chance de moins, ou plutôt t'as une chance de plus de réussir à me griller, quoi. Et puis c'est tentant de jouer la 6, donc tu vas te dire, je vais jouer la 6, il a joué la 6. Mais moi j'ai joué la 1 pour être un peu sneaky et avancer un tout petit peu. Si jamais à un moment tu trouves la bonne valeur, j'ai joué un 6, tu dis 6, je retourne, bravo, tu m'as grillé. Moi je n'avance pas et toi tu avances d'autant de cases que la valeur. Ce qui peut m'amener à un moment à me dire, non, j'arrête de jouer parce que là si jamais tu me grilles, tu vas prendre la tête parce que tu vas avancer de 5. Dès que je me suis fait griller ou dès que j'arrête, on passe à la personne à ma gauche et c'est reparti, on continue jusqu'à temps que quelqu'un gagne. Ça c'est toutes les règles de Cochon Rapido. Vraiment là vous savez jouer en ayant un exemplaire. C'est un jeu que j'ai découvert au festival des Bretzels et des Jeux qui est à Strasbourg, qui est co-organisé par Philibert, où j'étais avec Ludo Maublanc et puis on se baladait, puis vraiment il n'y a pas grand chose qui nous branchait de ouf, quoi. Et on passe sur le stand d'Abba et François qui bosse pour Abba et qui est une personne ultra sympathique nous dit je vous montre les nouveautés un peu, et il nous fait jouer à ça avec Ludo. Et vraiment on fait putain mais c'est bien en fait quoi, j'ai envie d'y rejouer quoi. Donc on va à la boutique, on achète je pense les 2 exemplaires qui étaient disponibles, et à chaque fois qu'on croise quelqu'un qui nous dit un peu alors vous avez joué à quoi de bien, on fait Cochon Rapido quoi. Alors que c'est pas le jeu le plus exceptionnel de tous les temps. Attention, je vous le survends un peu, c'est vraiment très bien, on s'est vraiment marré. Mais je sais pas, il s'est passé un truc, on a eu envie d'y jouer, on l'a conseillé à plein de gens, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Je sais que Philibert a même dû aller en rechercher à l'entrepôt parce qu'ils avaient vendu tous leurs cochons rapido qu'ils imaginaient pas vendre. Et c'est un jeu qui crée un truc un peu magique, il y a vraiment ce truc un peu de je joue mon 6 et tu me grilles direct et il se passe quelque chose, ou alors j'arrive à jouer les 5 cartes sans que t'arrives à me griller jamais et il se passe un truc, on se marre. Il se passe vraiment un petit truc un peu marrant. C'est un très chouette jeu d'ambiance et de bluff, je trouve, mais auquel vous aurez jamais envie de jouer parce qu'il s'appelle Cochon Rapido, que c'est marketé comme un jeu pour enfants, et que la couverture c'est 4 cochons qui se baignent dans la boue, quoi. Vraiment, c'est excitant comme jamais, quoi. Intéressant. Je t'avoue, je suis en train de mettre beaucoup des jeux que tu nommes dans ma wishlist, là. C'est vrai que moi, je me tourne pas souvent vers les jeux pour enfants, parce que j'ai pas d'enfants, mais aussi parce que, dans ma tête, j'ai peut-être un a priori qui me dit que c'est pas pour moi. Mais depuis que je parle avec toi, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de belles choses dans les jeux pour enfants. Ceux que tu as créés aussi, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de simplicité, des fois, qui est ce que je recherche dans des jeux pour adultes, que des fois, on essaie de rendre les trucs trop compliqués, juste pour dire que c'est un jeu expert. Donc, je pense que Cochon Rapido, ça va rentrer dans ma bibliothèque. Mais je te prends, c'est chiant, parce que tu prends Cochon Rapido et tu dis à des gens « Allez, on fait un petit Cochon Rapido » et là tout le monde te regarde genre « Pardon, excuse-moi, c'est long. En fait, on fait pas un Cochon Rapido, là, c'est hors de question. » Moi, je suis déjà spécialisé à dire aux gens « Est-ce qu'on fait un jeu avec du caca qui a chié dans mon salon? » Donc j'avoue que les Cochons Rapido, peut-être que... Il faut que j'achète un jeu encore pire, comme ça je sors ce jeu-là, ils me disent non, puis là tu sors Cochon Rapido. Toi, tu fais un petit... c'est malin. C'est un petit switch. Mon numéro 1, c'est un peu devenu un running gag dans le podcast, puis dans la communauté, sur la chaîne YouTube. C'est un jeu de Dominion, tiens. Dominion, le jeu de deck building, l'original, que j'ai jamais joué, que j'ai même jamais passé proche à jouer, j'ai jamais été à une soirée jeu où on me l'a proposé, et puis à chaque fois qu'on parle de deck building, il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui dit « Ouais, mais parce que Dominion... » Tout le monde me remet tout le temps ce Dominion d'en face. Donc je sais que je devrais y jouer, mais je suis en train de partir sur une croisade de « Je ne vais jamais jouer à Dominion. » Donc je sais que je devrais, mais je pense que ça fait partie de mon identité maintenant que j'ai envie de snobber Dominion, même si je suis sûr que c'est un très bon jeu. Puis celui-là, par contre, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit qu'il a été dépassé par ce qui a été fait par après. Donc, je pense que ça me donne encore plus raison de ne pas y jouer. Donc voilà, Dominion, mon numéro 1 jeu que je sais que je devrais jouer, mais que je n'ai pas envie. Ouais, je te rejoins sur le côté dépassé. Moi, j'avoue que je trouve que dans un monde où il y a Hero Realms, Star Realms, ou même Clank, ou Shards of Infinity, ou même dans une autre logique, et le rapprochement est un peu plus tiré par les cheveux, mais Dune Imperium, ce genre de jeu. Ouais. En fait, je sais pas pourquoi je rejouerais à Dominion aujourd'hui, je le trouve moins facile d'accès, moins rythmé, moins interactif que tous les autres. Et donc même si j'ai pris énormément de plaisir à la sortie, j'ai beaucoup joué, et c'est un jeu qui est... Je veux dire, c'est, je pense, un des jeux qui a le plus changé la manière dont on a fait des jeux après. Vraiment, il a une influence qui est monumentale. Aujourd'hui, je crois qu'il a quand même un peu vieilli. Ouais. Il a vieilli, ouais. Donc là, je me sens pas trop mal. Non, donc, je crois que tu peux voilà pour nos top 5. Écoute, je vous avoue déjà que
peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va essayer avec David et Benji de faire ce top 5 que Théo a fait aujourd'hui parce que je le trouve très intéressant. Même si j'avoue que moi je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui vont connaître un peu mes choix. Tu sais, c'est sûr qui a fait caca, Broom Service, ils vont être dans mon top 5. Mais en tout cas, ben merci beaucoup d'avoir participé au podcast, Théo. Je voulais quand même prendre 2 secondes pour te remercier déjà de un pour les jeux que tu crées parce que moi ça me fait plaisir ces temps-ci, surtout avec Packet Chips et puis Draftosaurus qui sont beaucoup chez moi, mais aussi surtout par le temps et la générosité que tu donnes aux fans de jeux mais aussi aux créateurs avec ton prototype, c'est tout. Donc ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui se donne autant de lui à la communauté. Donc merci beaucoup à toi Théo Rivière. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent? C'est ton petit moment de plug de chaîne Instagram et tout, vas-y. Je suis globalement sur, je suis pas très actif, mais je suis un peu actif sur Insta et sur Twitter, toujours sous le même pseudo qui est Théo_Sacha, S-A-C-H-A, parce que Pokémon, vous-même vous le savez, et je suis assez actif sur Twitch, où j'anime une matinale tous les mardis et les jeudis matins, de 9 à 11h, et Prototypes tous les premiers mercredis du mois de 14 à 16, même si je vais sûrement mettre un petit peu de frein là cet été, il y a un peu moins de monde qui est là, j'ai un peu trop de déplacements, donc je vais sûrement faire une petite pause estivale, mais à la rentrée avec grand plaisir. Et pareil, je suis sous le pseudo Théo_Sacha. Donc merci beaucoup Théo, et puis nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu ?